Bienvenue Alvin, bienvenue, Bonsoir tout le bienvenue. monde. Bonjour le chat. Voilà, ça c'est un bel accueil. Salut Dame Stark, coucou à toi, ça fait plaisir de te voir mec. Ah, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, très bel accueil que vous faites à l'invité de ce soir, ça fait plaisir déjà tout le monde. Comment tu vas Alvin? Ça va bien et toi? Merci encore pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Eh ben écoute, ça va très très bien, c'est vraiment quelque chose que j'avais hâte de faire. Il y a plusieurs corbeaux de la communauté, dont un en particulier qui avait spécialement demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et ben moi j'ai été ravi hein, quand tu as répondu positivement. Ce soir, oui, 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 tu peux te sentir, tu peux te sentir visé dans le chat. On va parler de bien des choses ce soir. Ah, forcément, forcément. Est-ce qu'on te l'a pas déjà fait cette blague-là, la blague que Manuel te fait dans le chat? Où sont les chipmunks? Celle des Chipmunks, ouais, elle revient régulièrement. Elle revient régulièrement, on est d'accord. Ben, ce soir, on va parler jeu de rôle et on vous a prévu notamment bah voilà plein de surprises, toute une manière d'aborder un petit peu cette interview. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous soyez passionné de jeux de rôle ou non, que vous sachiez ce que c'est, que vous ne sachiez pas ce que c'est. Merci Manu, j'ai hésité à la faire aussi. Ah bah ça, c'était l'un ou l'autre qui faisait cette blague là. Là ça pouvait pas être autrement. Est-ce que brièvement, est-ce que tu peux juste voilà, nous dire, Alvin, qui tu es sur Internet? Très brièvement, parce qu'après, voilà, on va revenir dessus. Euh, voilà, qui es-tu? Alors, sur internet, les gens me connaissent sous le nom d'Alvin, dans la vraie vie, mon nom est Florian. J'ai une chaîne, YouTube et une chaîne TikTok qui s'appelle La Bibliothèque d'Alvin et qui est principalement centrée à la base sur l'univers de Donjons& et Dragons et puis qui petit à petit s'est un petit peu diversifié, même si ça reste quand même très centré sur le jeu de rôle et D&D, qui a commencé avec des formats courts, sur, l'univers et les monstres de Donjons& et Dragons et qui, maintenant se compose aussi de documentaires plus longs sur l'histoire du jeu de rôle et sur des trucs qui me plaisent en général. Très cool, très très cool, très très cool. Voilà, donc effectivement, je remercie Aldur hein, qui a déjà partagé du coup le lien YouTube de la bibliothèque d'Alvin. C'est Voilà, c'est un travail de longue haleine. On va aborder ça de plus près. Le château de Drakenfell, ouais, ouais, ouais. Mais il y a une raison pour laquelle c'est cette illustration que vous avez au fond. Qui je suis? Présentez-vous, présentez-vous. Ah, bah ça, justement, on va y venir, on va y venir. Ben, justement, je vous propose de vous expliquer un petit peu le principe de la soirée. On a décidé, forcément, on va parler un petit peu jeu de rôle, de vous mettre dans l'ambiance et vous allez vivre une aventure un peu type jeu de rôle, c'est-à-dire vous allez essayer d'incarner par moment un personnage que Alvin va justement vous présenter et vous allez pouvoir déambuler dans un certain lieu et en fonction des endroits où vous irez dans ce lieu, l'interview prendra une direction ou une autre. C'est en gros, c'est l'interview dont vous êtes le héros. Ouais, c'est ça. C'est alors Masturbin est du coup devenu le personnage emblématique des aventures. On fait des livres dont vous êtes le héros en stream et le chat a décidé que le personnage s'appellerait Masturbin. Et voilà, et Anne Masturbin vit de grandes aventures depuis quelques temps. Alors là, du coup, ce ne sera pas Masturbin le héros ce coup-ci, mais ça va être donc l'interview dont vous êtes le héros. C'est un peu cette idée-là. Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette aventure, le chat? Attends de voir. Est-ce que vous êtes prêt à vous plonger avec nous dans cette aventure? Hmm. Et toi aussi, Alvin, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Impatient de commencer. Salut Arcas. Bonsoir, bonsoir. C'est cool. Très chouette. Ok. Oh, Rigard qui est chaud. Très très bien, très très bien.
Eh bien, écoute, Alvin, je vais te laisser la main, du coup. Je te laisse commencer avec le pitch. Et je ouvrez grand vos esgourdes. C'est Maître Alvin qui prend la parole. Alors, faites travailler votre imagination. Imaginez le soir qui tombe, une contrée désolée, une forêt sombre. Et imaginez un petit personnage, un petit gnome, qui, aux yeux des grandes gens, apparaîtrait comme un enfant, habillé d'un grand manteau de voyage, un vieux par-dessus qui semble trop grand pour lui, composé de multiples poches, il semble avoir voyagé de loin. Et dans cette soirée qui tombe, vous le voyez s'approcher progressivement d'un immense bâtiment qui, malgré l'obscurité, semble dominer toute la région. Une grande tour de laquelle s'échappe un grand nombre d'oiseaux noirs, tout plein de volets de corvidés qui semblent encercler cette bâtisse. Et le gnome s'approche de cette bâtisse. Est-ce que ça te va comme introduction? C'est parfait, c'est parfait. Est-ce qu'on peut déjà faire un tonnerre d'applaudissements pour cette introduction de la part d'Alvin, s'il vous plaît? C'était absolument génial. Merci beaucoup. Et un bienvenue à Led Elvin également. Bienvenue à toi. Installe-toi. Oui, Rigard, c'est vous les corvidés, c'est vous. Ouais, hein? C'est pas mal, hein? Alors, cette fois-ci, je prends le relais. Le personnage, le petit gnome, s'approche de la porte d'entrée et il fait face à une créature monstrueuse, difforme. Cette créature ressemble par bien des aspects à un lion. Elle en a les pattes, le corps, également la queue à l'arrière, mais tout change quand, au niveau de sa tête, un torse humain surmonté d'une tête d'aigle vous regarde avec des yeux perçants. Le sphinx, terrifiant, regarde le gnome et commence par lui poser quelques questions. Visiblement, il va falloir que notre cher gnome fasse des choix et explique ses choix pour peut-être avoir accès à la tour des corbeaux. Alors, maintenant, on va faire donc un petit jeu d'introduction. Je vais inviter bien évidemment Alvin à y répondre, mais c'est également l'ensemble du chat qui va pouvoir répondre à chaque question. On va prendre le temps à chaque fois. Le jeu est assez simple, vous allez voir. Je vais vous donner deux propositions et il faudra que vous en choisissiez une. Bien évidemment, alors dans le chat, vous pouvez juste mettre la réponse que vous souhaitez, mais ce que je vais inviter évidemment Alvin à faire et vous dans le chat, c'est à expliciter un petit peu, détailler pourquoi vous faites ce choix-là. Alors, je vais commencer par la première, qui est très simple. En termes de musique, et comme ça tout le monde va comprendre le principe, en termes de musique, est-ce que tu es plutôt rock ou rap? Plutôt rock, mais je ne le rap est quelque chose que j'aime aussi. Ok. Pourquoi c'est quoi ce que tu aimes dans le rock par exemple et est-ce que tu as un groupe un peu emblématique dans le rock? Ouf, en fait, je pense que c'est surtout parce que quand j'étais ado, mon entourage et puis même les quelques musiques que soit, ma famille écoutait ou autre étaient plus typées sur le rock que vraiment le rap. Après, j'écoute beaucoup de choses. Je dirais que les 2 groupes de mon adolescence qui, sur lesquels je reviens régulièrement, c'est Linkin Park et Ah, Nickelback, qui sont 2 groupes que j'aime encore beaucoup aujourd'hui.
Ah là 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 là, Linkin Park. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle formation Linkin Park là avec la nouvelle chanteuse? Moi, pour le coup, alors, c'est un nouveau Linkin Park. J'ai jamais attendu que ce soit la même chose qu'avant, mais je trouve que le dernier album est incroyable en fait. C'est genre, c'est une évolution du groupe et il y a plein de petits hommages. C'était dans Evie is a Crown, donc la couronne est lourde à porter. Elle fait un scream et le Chester, l'ancien chanteur qui n'est plus de ce monde, était connu pour pouvoir tenir notamment des screams sur des temps très très longs. Et en hommage, elle tient le scream une seconde de moins que ce que faisait Chester dans ce morceau-là. OK, excellent. Et j'ai trouvé ça, quand j'ai réécouté le morceau avec ça en tête, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette nouvelle formation? J'aime beaucoup aussi, la nouvelle formation et effectivement, je trouve qu'elle apporte, quelque chose de nouveau à Linkin Park. Comme tu dis, je pense pas que de toute façon Chester est irremplaçable, mais elle fait revivre le groupe, d'une nouvelle façon et la première chanson que j'ai écoutée de cette, avec la chanteuse, c'était justement, Heavy is the Crown et dès le moment où elle s'est mise à chanter, j'ai OK, non, d'accord, ça envoie du lourd Hmm. et c'est vraiment cool. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je vais lire un petit peu vos messages. Alors, on a pas mal de rock qui ressort quand même. Certains juste parce que c'est des cailloux. Voilà. Et Ursaf qui nous dit même plus métal. Il y a aussi qui vont carrément tendre du côté du métal. Arcas nous dit la chanteuse a une voix qui a énormément de caractère. Et oui, je pense que c'est un nouveau groupe en effet. Exactement. Exactement. Mais j'ai l'impression que globalement, hein, c'est la vie globale. Hein. Il y a eu En fait, il n'y a même pas eu de débat. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est très chouette. C'est un nouveau Linkin Park et c'est très très bien. Carrément, c'est vraiment bien, ça change, c'est un nouveau Linkin Park, mais qui respecte parfaitement l'ancien. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et tu disais quand même rap, parce que je trouve qu'on est aussi je pense qu'on a à peu près le même âge. T'es dans la trentaine à peu près comme moi, je pense. Tu me demandes à moi, Ouais, excuse-moi? ouais, ouais. Ouais, 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 j'ai 36 ans. Du coup, on a aussi connu une génération où le rap est devenu un peu français est devenu un peu plus mainstream. Quand tu dis qu'il y a deux trois trucs dans le rap que t'aimes bien, c'est quoi? En fait, je pense que j'avais un a priori négatif, sur le rap quand j'étais ado, simplement parce que tu sais, il y a un peu aussi, dans les goûts que tu as qui te définissent et souvent il y a un sentiment d'appartenance et moi j'étais plus, dans le clan des, skateurs et rockers, et donc du coup, je pense que les générations de maintenant doivent avoir un peu les mêmes trucs, mais tu sais, il y avait la rivalité entre ceux Ouais, qui ouais. écoutaient du rock et ceux qui écoutaient du rap. Et donc j'ai eu cet, a priori négatif sur le rap alors que j'en écoutais très, très peu et le rap français est quelque chose que j'ai découvert assez tard, notamment avec des trucs comme Orelsan par exemple, Ouais, ouais, et ouais. puis les Casseurs Flotteurs dont j'aime beaucoup le travail et puis aussi, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un niveau d'anglais qui me permettait de comprendre les paroles du hip-hop, US, ça m'a fait, redécouvrir complètement le hip-hop US et maintenant, que ce soit, le Wu-Tang Clan, les trucs de Tupac, de Dr. Dre, Eminem, je suis un gros fan. Donc, mmh, je suis pas un expert. Mhm, Je mhm. connais j'ai pas une grosse culture de rap, mais il y a pas mal de trucs que j'aime beaucoup, ouais. Très très cool, très très cool. Moi, j'avoue qu'il y a aussi un truc un peu qui réconcilie les deux, et c'est vrai que nous, on n'avait pas trop ça en France de groupes un peu fusion comme ça, mais t'avais des groupes comme Limp Bizkit qui étaient Mmh. genre vraiment un peu à hybride comme ça, rock, tant vers le hard rock même et rap justement. Et même Linkin Euh, Park aussi, dans le même style. ouais, complètement. Bah, Linkin Park, évidemment, tout le côté un peu nu metal qu'on appelle comme ça, et ouais, ouais, c'est chouette, c'est chouette de voir que ça évolue. Bah moi. Je pense aujourd'hui mon artiste préféré ça doit être Apache et je sais pas s'il y en a qui connaissent Apache, mais il y a un côté où je trouve les influences justement très multiples de cette période-là, on les retrouve pas mal dans son son. Je vais voir un peu. Alors Emily, ouais, Arcas, les haters de base qui veulent gatekeep le milieu. Ouais, mais au final il y en a pas tant que ça, ou du moins ils ont pas eu voix au chapitre je trouve.
Et dans l'album From Zero, on a bien justement l'idée de repartir de zéro. Ouais, complètement. J'ai eu un peu le même parcours, j'ai découvert la culture rap trop tard. C'est incroyable, même en français, ce qu'on a comme pépite. Ah, entièrement. Entièrement. À noter que le rap old school était plus lyrique que l'actuel, mais bon, je reste un vieux con. Non, 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 alors, il y a encore hein, le lyrisme et tout, par exemple, je pense à. Alors, c'est pas mon artiste préféré, mais Eddie De Preto, par exemple, en termes de paroles, on est quand même sur du très très lourd, je trouve, dans la musique. Et du coup, il y a aussi. On en retrouve encore aujourd'hui, mais effectivement, c'est peut-être moins global que ce qu'il y a pu y avoir à une époque. Ok, c'était la première question. Question suivante. Ville ou montagne? Montagne. Montagne. Alors, ville ou montagne, je laisse le chat également répondre. Est-ce que, voilà, forcément il y a une raison, est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi montagne? Montagne parce que non seulement je vis en montagne, donc actuellement je vis dans le nord des Alpes, dans le département de la Haute-Savoie. Et puis surtout, c'est devenu mon métier, depuis, maintenant une dizaine d'années. Je suis, accompagnateur en moyenne montagne, donc guide de randonnée dans les Alpes. Donc c'est le métier que j'exerce tout au long de l'année. À la fois, j'emmène des gens en randonnée pendant l'été et puis en randonnée en raquette en ce moment. Ah ouais, forcément, forcément. Ok. Et moi, c'est assez intéressant. Alors, plein de questions qui viennent par rapport à ça, notamment l'usage de la raquette. On est d'accord que enfin moi, c'est toujours quelque chose qui pose un peu problème. Je trouve qu'on n'a pas d'usage de la raquette, par exemple dans les Vosges. Moi, je suis juste à côté donc des Mmh. Vosges, parce qu'on n'a pas assez de neige. Ouais. La raquette permet normalement, enfin, c'est quoi pour toi l'utilisation de la raquette sur de la randonnée? Qu'est-ce que ça va à quel moment en fait on va mettre des raquettes plutôt que de juste y aller avec des chaussures et des guêtres? En fait, la raquette, elle devient intéressante, à partir du moment où, quand tu marches dans la neige, tu touches pas le sol, j'entends la couche de terre. À Mhm, partir du moment où tu as suffisamment de neige pour que ça fasse une vraie couche compacte sur lequel, tu marches, et une couche surtout de neige relativement molle, que ce soit de la poudreuse ou bien de la neige un petit peu lourde. Là, tu vas avoir besoin de raquettes et le principe des raquettes, c'est que c'est le 4x4 de la montagne. C'est le truc, c'est un moyen de déplacement et mhm, c'est un moyen de continuer à faire des randonnées intéressantes, pendant l'hiver. Ça a pas la même approche, par exemple, que le ski de randonnée. mhm, Le ski de randonnée qui est aussi un moyen de se déplacer, mais quand on fait du ski de randonnée, généralement, on cherche une pente ou à redescendre. mhm. Et donc il y a cette recherche un petit peu de la Mhm. descente. En raquette, tu t'en fiches. En raquette, Ouais. tu te promènes et ça, c'est vraiment le plus proche de la randonnée en été, juste, tu fais ça en hiver. Ok. Et Mmh, c'est quoi c'est quoi ce qui est pour toi le plus important en montagne, ce qui fait que tu vas aimer la montagne? Tu le sais, c'est quelque chose sur lequel tu as réfléchi? hem, je sais que moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis gamin, j'ai un peu du mal avec, tous les endroits bruyants, j'ai du mal avec la foule. Je peux vite avoir besoin d'avoir, mon petit cocon à moi et puis d'être, de me protéger. Je peux aller, dans des endroits où il y a de la foule pendant un moment assez court, mais j'ai très vite besoin d'aller me réfugier après et la montagne a ce truc, de quiétude et de calme et de nature et dont on a tous besoin. Mais pour moi, c'est devenu un vrai refuge et je sais que les quelques fois où maintenant je redescends en ville, Mhm. Heu, j'y vais autant que je peux, mais j'ai très hâte de revenir à la maison après, de me Ouais. renfermer dans les montagnes. Ok, ok. Ok, ok. Ouais, 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 c'est intéressant. Ok. Pour la suite. Alors ça, c'est raclette ou pizza? Ah, c'est dur à choisir là. Ah ouais. Bah, j'aime bien, je vais dire pizza, simplement parce que raclette, ça reste quand même un truc, qui te reste un peu sur l'estomac et heu, je peux plus souvent faire pizza que raclette, simplement pour des raisons de faut être capable de travailler derrière. Ah ouais, ouais, ouais.
Ah bah alors, on a les 3 premiers, ils nous ont dit pizza à la raclette, hein, dans le chat. Clairement Tout à les fait. indécis. Mmh. Metal Kid, il part sur une pizza direct. Pizza, car beau souvenir de jeu de rôle. Ah, bah, moi, je t'avoue, les raclettes de jeu de rôle. Alors, souvent, le jeu de rôle commence tard, du coup, hein, on va pas se le cacher. Mais les raclettes de jeu de rôle, aussi des très très bons souvenirs, hein. Mais alors tu fais de la raclette en jouant au jeu de rôle ou tu l'as fait avant de jouer? Avant Ah oui, avant ou après. parce que la logistique pour manger la raclette en même temps que tu fais du jeu de rôle est quand même plus compliquée que de manger une pizza en faisant Ah, du moi, jeu de rôle. je suis pas fan du manger en OK. même temps qu'on fait le jeu de rôle. Vraiment, ça, c'est un truc. C'est pareil, même manger en même temps que des jeux de société, des choses comme ça. Moi, quand je mange, je parle pas aux gens. Ça fait souvent rire les gens. C'est genre, je mange, tais-toi. Euh, OK. c'est vraiment c'est quelque chose d'assez important. Non, en général, ce qu'on fait souvent, c'est quand on fait souvent les finales de saison ou d'arc narratif. Le jeu de rôle, on le fait sur l'après-midi plutôt que la soirée et on finit avec un repas avec le groupe de jeux de rôle. Souvent comme ça que ça se fait. OK. En tout cas de notre côté. Euh, la charte des tâches de. Ouais, les taches de gras sur les fiches de personnages. Ah, ça, ou les marques de café, tu sais, le rond de café ou de boisson. Je comprends pas l'intérêt de la raclette comme plat. Je suis chiant. Ah non, Metal Liquid, c'est pas possible. Les mains pleines de gras, de chips sur les cartes. L'enfer. L'enfer. Souls, bienvenue à toi. Bonsoir, j'ai vu un bibliothécaire alflin célèbre. J'ai cliqué. Bah bienvenue Souls, bienvenue à toi parmi nous. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de te voir sur la chaîne. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Et on posait la question très importante Souls, ça va te définir un peu si tu as le droit de rester ou pas. Raclette ou pizza? Voilà. Il y a une bonne réponse. Non. Non, à la fac, on faisait de la pizza burger avec 2 pizzas et des menus McDo dans chaque personne présente et on a monté les 2 ensemble. Oh, l'enfer. Il y a des choses, les 2 mais pas le même jour. Ouais, ouais, vas-y. Mini pizza, raclette le soir. OK. Allez, question suivante. Et pareil, hein, toujours, hein, le chat, vous êtes invité à répondre. Jeux vidéo ou jeux de société? Ah, c'est des questions à la con, hein. Tout seul, jeux vidéo, jeux de société pour les soirées entre potes. OK. Un jeu de société préféré? Heu, J'adore le Seven Wonders parce que je trouve que c'est un jeu qu'on peut sortir avec beaucoup de gens et je trouve que c'est un jeu dont on se lasse quasiment jamais et qui a plein de qualités. Mmh. Que ouais, Seven Wonders, je dirais, c'est l'un des premiers qui me vient en tête. OK. Et un jeu vidéo préféré? Là, c'est trop dur. Hem, le Là, ces derniers temps, le jeu que j'ai le plus poncé ces dernières années, c'est, la série des Total War Warhammer. Sur Allez, let's go. l'ensemble des 3, je dois avoir 2000 heures, sur la trilogie, donc ouais. Ah oui! Ah oui, 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 oui. OK, OK, ça ah oui, 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 OK. Pardon monsieur. OK. Ça ouais, ouais, là, tu posé un truc, hein, clairement, alors, Spinous qui nous dit jeux vidéo, Maline jeux vidéo, Sract qui douloureusement dit jeux vidéo, Souls qui dit je vais passer ma soirée à dire les deux, je le sens. On a plusieurs qui sont sur les jeux de société quand même, pas mal de monde. Bras en mousse ou jambes en bois. Ouais, c'est un peu ça, regarde. Si c'est inclus dedans, jeu de plateau. Ouais, ouais, c'est inclus dedans. Zombicide pour Manuel. Warhammer, ça compte comme un jeu de société? J'aurais envie de dire que non. J'aurais envie de dire que non. Hero Quest, nous dit Félix Traki. Ouais, Diablo. Spinius, je comprends. Alors moi, Diablo, il y a quelques grosses licences où je suis passé à côté. Mais après, je fais partie de ces. Il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui ont genre fini Baldur's Gate 3. Il y a plein de gens hein, qui ont lancé des parties qui n'ont jamais fini. Moi, quand je lance un jeu, j'ai tendance à le finir. Donc voilà. Parce que je n'ai jamais fait Skyrim, je n'avais jamais fait de Dark Souls, des trucs comme ça. Je sais que ça choque toujours. Il est vraiment cool, Seven Wonders. En plus, avec les extensions, ça rajoute plus de fun. Ouais, c'est un très très bon jeu. Et Seven Wonders Duel est sympa, mais je préfère le jeu de base. Moi aussi. Euh, Ah ouais, quand même, ouais, ouais, les 2000 heures. Ah, une faction préférée sur Warhammer Total War.
Mmh, c'est difficile à dire. Mon cœur balance entre les orques et gobelins parce que c'était l'armée que je jouais à l'époque où je faisais du Warhammer et puis les Scaven, j'aime beaucoup les Scaven. Ah, yes, yes. Est-ce que tu peux nous faire une imitation de Skaven, s'il te plaît? Oh oui, oui. Oh ouais, elle est belle, elle est belle! Pauverte Forever. Warhammer Quest, je recommande le dernier en date, Souls, on est entièrement d'accord. Mais n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord Souls, j'ai l'impression que tu vas bien aimer la vibe. Le château Drakenfell. Ah ouais, Matt, t'as reconnu? Ça fait plaisir. Lidwin qui nous dit jeux vidéo. Chose homme, c'est ça. Victroll, jeu de société alors. Ok, ok. Très bien. Je savais qu'elle ferait un peu réagir celle-là. Alors, question suivante. Côté littérature, science-fiction ou fantasy? Fantasy. Ok, pourquoi? Heu, c'est difficile à expliquer pourquoi. Je pense que j'ai toujours été beaucoup plus attiré par la fantasy que la science-fiction. Il y a des œuvres de SF que j'aime bien, mais dans l'ensemble, la fantasy, c'est vraiment ma came. Hem, je pense qu'il y a un rapport à la nature qui est plus important dans la fantasy, souvent, pas toujours, mais il y a un côté un peu, pas forcément retour en arrière, mais en tout cas, ouais, un rapport avec la nature et qui est assez importante et ça, c'est toujours un thème qui me touche particulièrement. Donc ouais, Ok, je ok, pense ok. que c'est ça. On a plein de réponses, je trouve très intéressantes là-dessus. Plastic Castor, ouais, l'original est très cool aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le HeroQuest. On a beaucoup fantasy qui ressort quand même. Il y en a qui les deux, mais c'est triché. Il faut renoncer. En littérature, Sract, SF tous les jours, mais pour le reste, fantasy. Mais genre vraiment en littérature SF. C'est vrai qu'en termes de littérature, en termes de SF, il y a quand même des choses vraiment brillantes. Je trouve notamment du côté du cyberpunk souvent, dans ce que ça questionne un peu en termes de sujets un peu d'actualité. Mais il y a de très belles œuvres de fantasy qui le font aussi. Mais c'est vrai que c'est moins commun. Tout simplement parce qu'il y a toute une catégorie. Enfin, il y a toute une catégorie de la fantasy on est sur du roman d'aventure, mais la fantasy c'est très large aujourd'hui. Du sang et des âmes pour mon seigneur Ariok. Fantasy parce que Terry Pratchett, ça c'est de la belle ref. Ça c'est de la belle ref. Allez, les fans de Terry Pratchett, manifestez-vous dans le chat. 40k et Dune, sinon fantasy. Ouais, c'est vrai que. Mais d'ailleurs, 40k et Dune, est-ce que c'est pas un peu de la fantasy ces trucs-là? Est-ce que c'est de la SF? C'est comme Star Wars, hein, la grande question. Hein, Star Wars, est-ce que c'est de la SF? Cornet Ashtur. Hello les copains, salut Diandas. Il faut pas oublier que le fantastique n'est pas la fantasy. Oui, 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 ça c'est très différent, hein, évidemment. Je préfère la fantasy en vrai, mais il y a tant de trucs de bien en SF, c'est ça. C'est de la SF avec des épées. Ouais, ouais. Non, c'est très très complexe. Hein. C'est des sujets aujourd'hui très très vagues. Alors, euh, bon, alors, on va poser. Seigneur des Anneaux ou Hobbit? Parle de Des la films. trilogie en film? Du Ouais. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux tout de suite. Ouais, oui, oui. Bienvenue, Vlas de Nagarond. Ah, un elfe noir nous rejoint dans le chat. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir. Petite question, elfe amateur de la torture. Est-ce que tu es plutôt Seigneur des Anneaux ou le Hobbit au niveau des films? Ah là, je pense que ça va être. Je pense que ça va être assez orienté. Hein. Et après, il y a les 9 princes d'ambre. Les 9 princes d'ambre, c'est quoi, Plastic Castor? Je veux bien la ref. SDA? Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression hein, que ce sera un peu plus Seigneur des Anneaux dans tous les cas. En film, c'est difficile. Autant je pense que dans les livres, ça peut être intéressant de voir les personnes qui sont plus sensibles, aux contes du Hobbit qu'à la trilogie du Seigneur des Anneaux. En film, c'est Ouais. difficile de comparer les 2. Et je suis entièrement d'accord, du coup, même avis. Rigard partage le même avis que toi. En livre, ça se discute, sincèrement, mais en film, SDA tous les jours. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont fait des versions remasterisées du Seigneur des Anneaux, et elles sont, selon moi, moins bien que les anciennes. Ça, c'est assez particulier. Remasterisé dans quel sens? Au niveau de l'image, il y a eu un travail de Ah OK. l'image et pour augmenter la qualité. Et en fait, le grain de l'image a excessivement bien vieilli sur les Seigneurs des Anneaux.
Et je trouve ça ressort beaucoup. Tagazok, bonsoir, c'est par ici pour les gens qui n'aiment pas le jeu de rôle. Ce n'est pas que tu n'aimes pas le jeu de rôle, Tagazok, c'est que tu ne sais pas ce que c'est. C'est très important. Et en tout cas, je vois que Ledwin est également du même avis. Je me fais lapider si je dis que je n'ai lu aucune des deux œuvres. Absolument pas, Souls. Tu ne fais absolument pas lapider pour ça. C'est bûché. Voilà, ou empalement, à toi de voir. Mais non, non, il n'y a aucun souci. Il faut se les farcir, hein, les Seigneurs des Anneaux, avec, et sans sauter les chapitres où il y a juste de la musique. Hein. Hein, parce que ça, on les connaît, les gens. Oh non, il y a un nain qui chante, on s'en fout. Voilà. Phew, 35 visionnages d'affilée, merci beaucoup, Taga. J'ai arrêté à la fin de Tom Bombadil. Bah ouais, Souls, je comprends, je comprends. C'est pas une lecture facile, le SDR. Oui, oui, complètement. Avec du gravier, ça dure plus longtemps. The Hobbit, j'aime bien, mais beaucoup plus depuis que Rope est sorti. C'est la série qui m'a réconcilié avec les films The Hobbit. Par comparaison, Rope, hein, c'est Ring of Power, hein, c'est la série d'Amazon dont on parle de Blast. Par comparaison, parce que Ah tu oui, n'aimais OK, pas d'accord, je Rope et du coup tu as aimé le Hobbit, ou est-ce que vraiment il y a des éléments de Ring of Power qui t'ont fait aimer le Hobbit? C'est pas Zelazny, c'est un peu inclassable, ça voyage entre nos mondes modernes, des plans médiévaux fantastiques et des plans chaotiques. C'est pas Zelazny. Ok. Plasticastor, si jamais sur le Discord tu peux partager ces refs là, j'aime beaucoup la culture que tu partages avec les refs. Slanesh, je valide l'empalement. Eh oui. C'est difficile de se passer de l'herbe à pipe. Euh, Et oui, il y a des bandes dessinées, etc. Ok. Ouais, moi non plus, les Ring of Power, j'ai pas du tout accroché. T'as aimé toi ou pas? non. Non, Hmm. j'ai voulu, lui donner une chance à la série et j'ai essayé jusqu'au bout de la première saison et l'avant-dernier je crois que c'est l'avant-dernier épisode de la première saison m'a tellement foutu en rogne que j'ai même pas regardé le dernier épisode de la saison. Ouais, bah, Donc moi voilà. j'ai bouclé. Je vais laisser un des modos mettre le Discord dans le chat, Plastic Castor. On n'a pas encore mis en place le bot. Flage-les-moi, je sais. Mais oui, oui, même avec toi. J'ai tellement pas aimé Rob que finalement The Hobbit est revenu sur le podium. Ouais, mais ouais, putain, c'est terrible. Mais Vlast, en fait, ça a été la même chose pour moi. Ça a été la même chose pour moi. Je vous conseille l'analyse du Trooper sur la saison 1. Régard, pareil, dans le channel, on doit avoir un truc par rapport à ça, par rapport à vos lectures. N'hésitez pas à partager ces refs là, c'est super intéressant. Ok. Question suivante. Plutôt leader ou suiveur? Et ça, Alors, c'est très intéressant parce que de par ce que tu fais et tout, je suis assez intrigué. bah, j'ai un métier où c'est littéralement mon métier d'endosser le rôle de leader, puisque j'emmène des gens et littéralement je prends des décisions pour des gens, alors que ce soit dans le cadre d'une simple petite randonnée de 3 heures ou parfois sur des treks d'une semaine où on part, toute une semaine à travers les Alpes, où là, c'est vraiment littéralement mon rôle de prendre des décisions pour un groupe de gens. Et après dans ma vie, dans la vie en général, en fait, j'ai toujours eu tendance à faire les choses un peu seul dans mon coin, pour ne pas être ni un suiveur ni un leader. Je suis un peu, le truc de je veux faire les choses un peu tout seul et donc si je me plante, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même et si je réussis, ben, je sais que je peux être fier de ce que j'ai fait parce que je l'ai fait tout seul. Il y a ce truc un peu de peut-être de fierté, je sais pas, mais du coup, dans la vie, je sais pas. Ok, ok, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est pour ça que je l'avais noté, hein. Je me doutais bien que ce serait en demi-teinte. Et coucou, désolé du retard, t'inquiète pas, Pika, bienvenue à toi. Mm. C'est intéressant, on sera souvent le leader par défaut quand pas le choix. Ah ça, hein, aucun des deux hors boulot. Ouais, pas mal d'électrons libres hein, quand même. Hein. Mmh. Ok. Alors, on vient à la dernière question du Sphinx. D6 ou D20? Des vins. D20, Des vins, qu'est-ce je que trouve ça que c'est représente le D20 pour toi?
Je trouve que c'est un objet incroyable, le D20. Je sais pas, j'ai un genre de fascination déjà, ne serait-ce que la forme en question, le D20, un truc un peu magique. Et le D6, le D6 c'est très cool, mais le D6, pour moi, j'ai l'image des boîtes qu'on a, j'imagine, tous pour quand on fait du wargame, ces boîtes remplies de D6 de Games Workshop. Mhm, Et le D6, pour moi, il vient en grande quantité. Et le D20, il vient tout seul. mhm. Il a une valeur. Et je sais pas, il y a un truc dans la forme et puis dans le fait de lancer un D20 qui me ramène tellement plus de plaisir que de juste lancer une brouette de D6, même si c'est très cool aussi de lancer des brouettes de D6. Ok, très cool. On a Maline qui nous dit le D20, c'est pas le gars qui te dit ton avenir. Salut Chalodin, bienvenue à toi. Alors, on a Spoiler indécent qui nous dit le descend, évidemment. On a, c'est intéressant, c'est très varié. C'est très varié hein, au niveau de vos réponses par rapport à ça. Mais ouais, c'est le D20, celui pour rassembler tous les autres. Le D12, évidemment, le meilleur compromis. Il roule bien et pas trop longtemps. Il offre assez de choix. Il est cool à regarder. À C'est moi, un peu le mal aimé, c'est celui qu'on lance quasiment jamais. ouais, ouais, ouais. Alors que moi, j'avoue que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est utiliser les sets de dés de jeu de rôle. En général, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, tu as un D4, un D6, un D8, un D10, un D12 et un D20. Et j'aime particulièrement le fait des systèmes de jeu où je vais pouvoir me servir d'un peu tous ces dés-là. Il y a un vrai plaisir dans l'objet. D'ailleurs, il y a un running gag. Hein, les wargamers, c'est l'accumulation de plastique, mais souvent les rôlistes, c'est l'accumulation de sets de dés. Hein. Donc, hein, d'ailleurs, moi, j'ai perdu mon D4. Terrible. J'avais un set de dés. Je m'en tenais à un. Les D4 sont trop durs à attraper. Ah, ils sont surtout durs quand tu marches dessus. Mais du coup, il va falloir que je m'en rachète un. Donc voilà, si vous avez un Prime à lâcher, hein, n'hésitez pas hein, sur la chaîne. Hein. Le petit abonnement Prime, ça me permettra d'acheter mon prochain set de dés de jeu de rôle. Ok, c'était la dernière question de la part du Sphinx. Euh, on va pouvoir du coup continuer l'exploration. Et il va y avoir le choix entre deux directions. Je vais laisser l'un des modos mettre en place un sondage. Vous allez pouvoir choisir entre la bibliothèque et le sanctuaire. D'accord? Mosquito, tu vas aimer Pénombre où tu utilises le set en entier. Ah ouais? Faut que je regarde. Shadowrun, Star Wars, D6. Star Wars D6, j'en ai entendu beaucoup de bien du système. D'ailleurs, dans ce cas, Star Wars, je dois avouer que c'est un système que. Enfin, un univers dans lequel j'aimerais beaucoup faire du jeu de rôle. Ton D4 a décarré le comble pour une pyramide. Pas mal. Une blague de matheux. Alors, vous avez le sondage qui a été mis en place au sommet du chat. Je vais vous laisser voter. Hein. Vous choisissez si on part. Le Sphinx nous a laissé passer. Nous avons donc le choix entre aller à la bibliothèque ou aller au sanctuaire. Le D2 est sans ambiguïté. Ça s'appelle la pièce. Le pile ou face. Bah, évidemment, hein, le 1 des 3, hein, c'est un des 6 divisé en 2, etc. La bibliothèque, c'est l'envoyer à domicile, non? Ah bah tiens, la bibliothèque d'Alvin. Ah. Le D20 en partie D&D, 3.5 de souvenirs. Ah, la 3.5. Bah moi, le jeu vidéo de mon enfance, mon absolu, un peu, c'est Neverwinter Nights. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué profondément. Et du coup, c'était la 3.5 en jeu vidéo, hein, complètement. Euh, et du coup, en fait, la 3.5, sans jamais y avoir joué en jeu de rôle sur table, je la maîtrise, mais d'une manière qui est assez hallucinante. C'est genre vraiment l'arbre de. J'ai dû créer mais plus de 200 personnages sur ce jeu, hein, sans problème. Hein. C'était l'époque où il y avait deux jeux sur mon PC, trois jeux, pardon. Il y avait Age of Empire 1, Warcraft 3, Frozen Throne et Neverwinter Nights. Voilà. Vous avez mon enfance en jeu vidéo. Il y avait peut-être une démo de Delta Force offerte par le Crédit Mutuel qui traînait dans un coin. Si toutes ces choses-là vous rappellent certaines choses, je crois malheureusement que vous avez tous plus de la trentaine et vous n'avez pas le choix.
Est-ce que c'est ton premier jeu PC? Mon tout premier jeu, Age of Empires 1. OK. Age of Empires 1. Et vraiment, ça a été ça a déclenché un amour, je pense, de l'histoire aussi en général. Et toi, ton tout premier jeu, c'était quoi? C'était Warcraft 2. Oh waouh! Ah ouais, donc déjà un jeu bien dynamique. Oh! Mmh. Alors, en majorité, ça va partir vers la bibliothèque. Tu crées aussi tes maps modules Mosquito Game. J'avais fait un module géant d'une grande ville de Neverwinter Nights. Évidemment que j'ai créé mes maps. Évidemment que j'ai créé mes maps. Necromage Neverwinter Nights. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok, Alvin, ça va être à toi de reprendre la parole. Ah, on va juste accueillir les personnes qui arrivent. Salut Rexy, coucou à toi. Merci beaucoup Rexy qui rejoint les corbeaux. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Et vous venez d'exploser l'objectif de followers. On est désormais 940. Merci beaucoup. On est en direction pour les 1000. Je vous remercie tous sincèrement pour votre soutien. Wolfenstein 3D. Ouf, ça fait mal. Mine de diamant, un vieux Thomson TO8. Oh waouh. Bienvenue à Rexy, bienvenue à tous. Ok. Neverwinter Nights 2. Mais Vlast, on a les mêmes refs. Genre, vraiment. Un des meilleurs jeux. Ça va être à Alvin de reprendre la parole pour nous décrire la bibliothèque vers laquelle on se dirige. Je te laisse nous la présenter. Là encore, imaginez, que, au milieu de grandes étendues d'étagères qui semblent monter au plafond dans une grande pièce à plus de 4 ou 5 mètres de haut, il y a un petit être de 90 centimètres qui rentre, qui paraît minuscule au milieu de cette étendue infinie de livres, de poussière et de toiles d'araignée qui se sont accumulées, mais malgré tout, énormément de connaissances dans cet endroit. Et vous voyez les yeux de ce petit être qui brille en voyant tous ces nouveaux ouvrages qu'il n'a pas encore lus, tous les ouvrages qu'il reconnaît, qu'il aura envie de relire. Donc il a qu'une hâte, c'est se plonger là-dedans. Ok, encore une fois, un grand merci à Alvin pour l'introduction de la bibliothèque. Un grand merci à lui. Et vous retrouvez dans la bibliothèque. Lieu de connaissance. Et forcément, ben, là, je vais te demander, Alvin, qu'est-ce que c'est la bibliothèque d'Alvin? Est-ce que tu peux un peu nous parler de... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la bibliothèque d'Alvin? Alors, je vais rapidement remonter sur comment est née la chaîne. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, en fait, ça a commencé un peu sur un malentendu, cette histoire, puisque je faisais partie d'un groupe de potes avec qui on avait une campagne de jeu de rôle qui durait depuis déjà un peu plus d'un an. Et puis, certaines personnes dans le groupe ont eu l'idée de se mettre à filmer nos parties et à les partager sur internet. C'était un groupe qui s'appelait la Cave à vin, donc 20 comme le chiffre. Et puis, ils ont créé un compte Instagram et un compte TikTok, dans lequel, en plus des vidéos complètes de nos parties qui étaient sur YouTube, ils mettaient des petits extraits de moments un peu drôles dans nos parties, comme ça se fait souvent avec les petits actual plays. C'était filmé dans mon salon, hein, c'était très artisanal comme truc. Et puis en plus de ça, ils ont commencé à poster des petites vidéos personnelles qui faisaient des petits délires. Il y avait une fille, par exemple, dans notre groupe qui était barmaid, et du coup, elle avait fait toute une série de vidéos centrées sur les cocktails, sur le thème des classes de Donjons et Dragons. Il y avait une autre fille qui avait un vrai talent de pâtissière et qui avait fait plein de petites vidéos sur des biscuits en forme de monstres de Donjons et Dragons. Et puis, bref, c'était très collégial, chacun postait des trucs un petit peu comme ça. Moi, j'avais déjà fait de la vidéo par le passé, sur des sujets complètement différents, sur des sujets liés à la montagne, par exemple. J'avais réalisé des petits documentaires, des trucs comme ça. Et donc, dans le cadre de ce groupe, je me suis dit: «Je vais faire une vidéo moi aussi, ça peut être marrant». Et donc j'ai posté une vidéo tournée complètement à l'arrache dans mon salon, où je parlais du Huit-Bourse, qui est un monstre que j'aime bien dans D&D, et puis
de Mmh. pourquoi est-ce que je l'aimais bien. Et j'ai fait un peu de montage dessus. J'ai envoyé la vidéo aux copains. Ils ont dit: «C'est cool, on va la mettre sur TikTok». Elle a été vue, quelques fois. Les copains ont dit: C'est cool, tu devrais en refaire une». Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais en refaire une deuxième, mais cette fois-ci, je vais la faire un peu moins à l'arrache». Cette fois-ci, je vais écrire le script et puis, je vais faire un peu plus de montage, je vais un peu plus réfléchir et donc je fais une deuxième vidéo sur les Slads, qui est des monstres, qui ressemblent à des crapauds qui sont pas très connus dans l'univers de D&D et la vidéo explose. Heu, la vidéo, fait 80 000 vues dans la semaine, la chaîne, La Cave à Vin, qui jusque-là avait, tourné à moins de 100 abonnés, on se prend quelque chose comme, 300 abonnés juste avec cette vidéo et heu et puis vraiment une avalanche de commentaires, une avalanche de retours. Donc bah, je me dis: «OK, je vais en faire une troisième et la troisième explose tout pareil, fait encore mieux j'en fais une quatrième tout pareil la chaîne prend, 1 000 abonnés, en moins d'un mois en fait, à partir de là, je me suis rendu compte que, bah, déjà visiblement ça avait l'air d'intéresser des gens, en plus de ça, je me suis rendu compte du pouvoir de TikTok, qui était une plateforme que je connaissais absolument pas du fait que ça touchait des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle. On avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient, «C'est quoi D&D? Ça a l'air marrant comme truc» et donc qui étaient tombés sur la vidéo alors même qu'ils avaient jamais vu ce qu'était un jeu de rôle Mmh. là, c'est devenu un truc un peu personnel pour moi où je me suis dit: «OK, il y a un moyen d'intéresser des gens à D&D et de peut-être, à terme, leur donner envie de sauter le pas» à partir de là, je me suis mis à en faire vraiment de manière très régulière et hem jusqu'à aujourd'hui. Donc le nom La Bibliothèque d'Alvin, parce que la cave à vin a fini malheureusement par s'arrêter. On n'avait plus l'emploi du temps qui fonctionnait, donc malheureusement le groupe s'est séparé. J'ai appelé ça La Bibliothèque d'Alvin, pour continuer, les vidéos que je faisais de mon côté. J'aime bien l'image d'une bibliothèque et j'aimais bien l'image que ma chaîne YouTube, soit constituée de plein de vidéos centrées sur un sujet, un petit peu comme, un ouvrage à chaque fois centré, il y aurait, une vidéo centrée sur le dragon vert et donc ça serait un peu comme, un bouquin qui, parle du dragon vert dans son ensemble en tant que spectateur, bah, tu pourrais fouiller ces vidéos de la même façon que tu fouillerais dans une bibliothèque en te disant: «Tiens, j'aurais besoin d'informations sur, le hibou-ours ou sur, le tyranneuil ou sur, d'autres créatures comme ça» et tu pourrais, venir piquer une vidéo comme ça et j'ai gardé cette idée-là, en fouillant mes sujets. Très cool, très, très cool. Ben, ça a été l'origin story. Aujourd'hui, donc il va y avoir TikTok, mais va donc la bibliothèque d'Alvin, mais également où il va y avoir ben, du coup une chaîne YouTube qui compte aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, 37 000 abonnés? 32 000. 32 000 abonnés, où tu combines aussi avec des formats beaucoup plus longs. Tu as aussi un travail de fond qui est fait sur des formats, beaucoup plus longs. Ouais. Heu, c'est quoi notamment un peu les projets à venir, par rapport à la chaîne? Alors les formats longs, c'est quelque chose que j'ai très rapidement voulu refaire parce que j'en avais déjà fait par le passé des vidéos un peu travaillées comme ça, où vraiment je me pose pendant un bon moment et je travaille un sujet pendant plus d'un mois pour faire un truc un petit peu chiadé et hem en fait, j'ai voulu très rapidement faire ça, à partir du moment où les vidéos ont commencé à marcher. YouTube était beaucoup plus approprié que TikTok pour ça, parce que déjà sur TikTok, ça m'a toujours étonné que mes vidéos fonctionnent sur TikTok alors que, bah, c'est des vidéos qui font en moyenne entre 3 à 10 minutes, ce qui est très long pour TikTok. Donc ça m'a toujours surpris que ça fonctionne aussi bien sur cette plateforme qui semble pas être fait pour ça. Mmh. Bah, sur YouTube, jusque-là, j'en ai fait 3. Le premier qui est, centré sur, le phénomène des actual play et en particulier une partie très célèbre de jeu de rôle qui a eu lieu il y a quelques années, dans l'actual play Critical Role.
qui était une partie très épique et où il s'est passé plein de choses, Mmh. à la fois tragiques, émouvantes et puis, très drôles. Le 2e format long était sur, l'histoire de comment le jeu de rôle sur table a plus ou moins été inventé. Donc, comment il est parti du wargame, en tout cas le wargame tel qu'il existait à cette époque-là. Et puis comment est-ce que ça s'est transformé en jeu de rôle? Parce que c'est une histoire assez fascinante de comment des étudiants des années 60 ont réussi à déterrer un vieux bouquin du 19e siècle et ont piqué des idées qui ont amené la naissance du jeu de rôle sur table. Mmh. Et puis le troisième, c'est rétrospective, on va dire, de l'histoire des orques à travers, l'histoire de la fantasy. Génial ça. Donc, depuis la naissance du concept dans Tolkien et puis même ce qui l'a inspiré avant, jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui dans D&D, dans Warhammer et tout ça. Et là, actuellement, je travaille sur le quatrième, qui est en chantier depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à travailler dessus en décembre 2024 et je bosse non-stop dessus depuis, le mois de décembre, 2025. Donc, il sortira quand il sortira, mais c'est un truc qui me demande encore beaucoup de temps. Ouais, évidemment. Évidemment, bah, t'inquiète pas. Coucou Taelk, bienvenue à toi. Ben écoute, ouais, assez incroyable. Et c'est quoi, tu gardes vraiment cette idée de mise à disposition d'une manière un peu plus ordonnée, comme dans une bibliothèque, littéralement, des connaissances liées au jeu de rôle. Est-ce que d'ailleurs tu as tendance à centrer ça sur D&D ou pas que? Hem, Disons que D&D était le point de départ de la chaîne parce que c'est, le jeu de rôle par lequel moi-même j'ai commencé en tant que rôliste et c'est celui qui m'a tout de suite intéressé par la masse d'informations qu'il propose. Mais de plus en plus, j'aimerais pas forcément m'en écarter, mais en tout cas l'utiliser pour, venir, chercher des sujets un petit peu différents. Et je trouve que D&D est un formidable moteur pour faire connaître le jeu de rôle, parce que D&D est plus connu que le concept même de jeu de rôle. Mmh. Donc c'est un très bon moyen de toucher plus de gens et après potentiellement de venir, leur montrer qu'il y a aussi autre chose. Et c'est ce que j'ai essayé par exemple avec, la vidéo sur les orques où, je pars de l'idée de parler des orques de D&D. Et à partir de là, je m'en sers pour parler, de Shadowrun, de Warhammer, de Warcraft, de plein, plein d'univers, du jeu vidéo, du wargame, du jeu de rôle, Mmh. plein d'autres trucs. J'aime bien parler des trucs qui me plaisent déjà, Ouais. ça fait déjà pas mal de sujets Ouais, on est d'accord, on est d'accord. donc On voilà. a Manu, et d'ailleurs, je relance, hein, si jamais vous avez des questions pour l'invité, n'hésitez pas, même si on a structuré vraiment l'interview, bien évidemment, si vous avez des questions, lâchez-vous, comme d'habitude. Alors, je dirais pas qu'on prendra toutes les questions, surtout si ce sont des questions qui concernent la couleur de ses sous-vêtements, par exemple. Mais en dehors de ça, il y a des chances qu'on réponde. Par exemple, la question de Manuel, c'est quoi ton dernier coup de cœur jeu de rôle? Hem, Mon dernier coup de cœur jeu de rôle, hem alors, ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de vraiment me reposer et de tester d'autres jeux de rôle, heu, mais je dirais que le dernier qui m'a un peu marqué parce que c'était, aux antipodes de D&D, c'est Monster of the Week, qui est un PBTA et donc c'est un style, de système de jeu très, très différent de ce qu'on retrouve dans D&D et je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est, un style de jeu qui me plaît beaucoup, qui vient compléter des trucs que je Mmh. retrouve pas dans D&D. Très chouette. Je vais saluer aussi, je me suis chié dessus, qui vient d'arriver, c'est son pseudo, hein. Il faut toujours le préciser avec ton pseudo en même temps, mais ça fait plaisir de te voir comme à chaque fois, mec. Salut Camo, ça me fait aussi bien plaisir de te voir. On a Damstar qui demande une précision sur PBTA, ce que c'est? PBTA, ça veut dire Powered by the Apocalypse. C'est un s hem,
C'est une série de systèmes, enfin, qui fonctionnent plus ou moins tous, de la même façon. Ça fonctionne bien souvent avec des D6 et le point commun de ces systèmes, c'est que c'est des systèmes très narrativistes dans lequel les PJ ont une plus grande importance, dans ce qu'ils peuvent apporter à la narration que dans un jeu type D&D. Mmh. Je vais te donner un exemple. Dans D&D, si tu veux, rechercher une information, bien souvent, tu vas, dire que tu vas aller dans une bibliothèque et tu demandes au maître du jeu si tu trouves des informations et le maître du jeu va potentiellement te demander de lancer un dé et en fonction de ton résultat, tu trouves plus ou moins, telle information. Même chose s'il y a une enquête, c'est le maître du jeu qui a prévu tous les indices que tu peux potentiellement trouver et tout dépend en quelque sorte du maître du jeu qui possède toutes les clés. Dans un PBTA, comme Monster of the Week par exemple, je connais pas tous les PBTA, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne dans Monster of the Week. Si tu veux faire une enquête, le l'enquête, le joueur peut littéralement proposer des choses qui vont venir alimenter l'histoire. Donc par exemple, il peut tout à fait dire: «Mon personnage», Monster of the Week, ça se passe dans un univers contemporain, c'est un peu dans le style, des séries Supernatural ou Buffy Mmh. contre les vampires. Il y a une équipe de chasseurs de monstres et ils doivent, trouver un monstre qui terrorise la ville. Et il y a un joueur qui peut parfaitement dire: «Eh ben, mon personnage, il a à disposition un van ultra équipé avec une connexion satellite et il va utiliser le satellite pour détecter l'endroit où se cache le monstre». Et à partir de là, il lance un dé. Si le lancer de dé est réussi, c'est comme ça que ça se passe. OK. Donc les PJ sont force de proposition. Ils peuvent vraiment eux-mêmes écrire une grande partie de l'histoire juste par leurs idées à eux. OK. Très, très cool. On a Cornelius qui demande aussi: «Que penses-tu de Morkborg?» Si tu vois ce que c'est, bien évidemment, mais je Alors pense. je connais, de nom, mais j'ai jamais joué ni même lu, Ah! Mork Borg. Ça reste dans mes choses à lire. Ouais, bah, je te recommande très fortement. Moi, c'est un de mes chouchous, notamment visuellement. C'est vraiment à feuilleter plus qu'à lire OK, sur ouais. un écran, d'ailleurs. Ouais, Morkborg, hein, je sais que dans la commu, ça plaît beaucoup. Ça me rappelle un peu le système d'Ambre, le jeu de rôle tiré des bouquins de Zelazny. OK, connais pas. Salut Dark Closer, ça fait plaisir de te voir. As-tu déjà joué à INSMV? C'est Innominé. Innominé Satanis, je crois, Ouais, non? je crois. Non, pareil, je connais de nom, mais Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de tester. c'est des emblématiques. Ok, ok. Bonsoir en tout cas à tous ceux qui arrivent, ça fait plaisir de voir. Matt, toujours des belles refs. Euh, vous allez pouvoir à présent, j'ai demandé au modo de refaire un vote entre deux lieux. On a fini avec la bibliothèque. Ça va être entre le sanctuaire et la salle d'armes. Donc, on va faire un sondage assez rapide, si c'est possible, entre, donc, je rappelle, le sanctuaire et la salle d'armes. Metal Liquid. Je peux plus, je veux refaire du jeu de rôle. Heureusement, j'ai trouvé un groupe de débutants pour faire une campagne de D&D, j'ai hâte. Ah, c'est trop bien, Metal Liquid. Mais moi, là, j'ai une vraie envie de refaire du jeu de rôle dans l'univers de Warhammer. Fantasy. C'est vraiment... Là, depuis que j'avais fait une vidéo, mais que j'ai supprimée parce qu'elle n'était pas de bonne qualité sur Gotrek et Félix. Et tralala, ça m'a juste trop donné envie, hein. Merci Aldur, tu gères. Avec Magna Buckethead. Innominé Satanis Magna Veritas, très cool. Ouais, je sais que c'est un emblématique aussi. Alors Alors, j'ai pas compris la référence, Lisa est formidable, Piquet Noir. j'ai Ah pas oui, non plus. d'ailleurs. J'ai peut-être c'est peut-être une référence que j'ai pas. Hésite pas à développer. Pika qui aime aussi beaucoup de jeux de rôle, là. Enfin, qui fait aussi des choses très Mmh. chouettes en termes de jeux de rôle. Bon, alors je crois par contre que, ouais, clairement, ça part sur la salle d'armes. Clairement, ça part sur la salle d'armes. Est-ce que tu peux nous décrire la salle d'armes et son occupant? Mmh. La salle d'armes est plus petite, remplie de vieilles armes plus ou moins anciennes. Au centre de la pièce,
se tient un homme un peu guindé, appuyé sur une canne, puisqu'il lui manque une jambe, et qui semble regarder d'un air sévère ce petit gnome qui pénètre à l'intérieur de la pièce. Vous rencontrez le maître d'armes unijambiste. Alors, le maître d'armes va, essayer de donner des conseils à tout le monde et alors pour ceux qui sont, rôlistes, bien évidemment, bah, je vais vous inviter à partager également, aussi des conseils. Ce serait quoi, pour toi, Alvin, le top 3 des conseils pour débuter le jeu de rôle? Le top 3 des conseils pour, commencer le jeu de rôle. Alors je me permets juste de répondre à Pika Noir. Effectivement, je suis sur la commu de Lisa de Imagine ton aventure et Lisa est quelqu'un de incroyable que j'admire énormément, son travail sur le JDR solo. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Je et connais pas. qui s'intéressent à un moyen de faire du jeu de rôle, mais vous avez personne avec qui jouer, allez voir ce que fait Lisa parce que c'est trop cool ce qu'elle fait et Lisa est quelqu'un d'adorable qui est vraiment cool. OK. Et puis après pour les conseils du jeu de rôle, la première c'est, ça va paraître, très bête et très cliché mais, juste oser, le sauter le pas. Même si vous connaissez personne, et vous avez, plein d'associations et plein de boutiques de jeux qui offrent des parties, d'initiation gratuites et la première chose à faire, c'est aller discuter avec ces personnes et puis essayer de trouver un moyen de mettre un pied à l'étrier et tester des trucs. Ça, pour avoir la possibilité de faire votre première partie, tester des choses. Le deuxième conseil, c'est ne restez pas sur un échec. Des fois, ça peut arriver qu'on ait une partie et puis, bon, c'était pas forcément fou, soit les personnes avec qui vous avez joué, il y avait pas d'atome crochu ou vous avez pas forcément bien apprécié le système de jeu avec lequel vous avez joué, les règles vous paraissaient trop compliquées, c'était pas votre truc. Hem, le jeu de rôle, ça peut être un million de choses et vraiment, ne vous découragez pas si vous avez testé une fois et que ça vous avait pas plu. Vous vous avez vraiment je pense qu'il y a vraiment du jeu de rôle pour absolument tout le monde, donc essayez avec d'autres personnes Ouais. ou essayez dans une autre association avec un autre système de jeu et ça peut marcher. Alors, je vais prendre quelques réponses dans le chat. Déjà, un Vas-y. bienvenue à Matoun Baba, bienvenue dans le chat. On parle avec Alvin ici présent, je ne sais pas si tu le connais. Là, en l'occurrence, on échange avec un maître d'armes unijambiste. Et ce maître d'armes unijambiste nous donne des conseils pour débuter le jeu de rôle. Et si tu en as, alors est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle? Ça, c'est déjà la première question. Et si tu en as, n'hésitez pas à les partager avec nous. Alors, on a Dark Loser qui nous dit trouver un groupe. C'est pas mal, en général. Avoir un bon MJ, eh ben, je te répondrai, c'est aussi important que d'avoir des bons joueurs. Euh, J'adore la réponse d'Aldur parce que ça, c'est mon. Alors, si je crois que là, maintenant, j'ai pu en avoir une seule, mais c'est vraiment quelque chose où je suis en demande d'expérimenter ça en tant que joueur. C'est une session zéro. Une vraie bonne session zéro. Pour que tout le monde sache où aller dans le jeu et être sûr de s'amuser. Ça, c'est pour moi, c'est la clé. Je rêve de ça et c'est pour ça que le système de jeu de Daggerheart proposé par Critical Role me vend du rêve à ce point-là. Il y a des outils dedans, enfin, c'est dans la construction du jeu, c'est prévu quoi. Top 3, le livre de règles, c'est plus un livre qu'un con, nous dit Dany. On est d'accord. Top 2, parlez avec vos joueurs. Top 1, amusez-vous d'abord. C'est bien vrai. Euh, Tac, tac, tac. Damstock, je crois que c'est une certaine Lisa. La rêve du JDR solo dont tu parlais avant, c'est Lisa de Imagine ton aventure. Ouais, c'est ça, j'ai mis le lien dans le chat. Génial. Euh, Vous avez l'air sérieux pour du jeu drôle. Elle est rigolote, Eric. Elle est rigolote. Un premier pas en assaut, convention, 2 s'amuser, 3 s'amuser. C'est juste assis. Je rattrape après avoir été sur le Discord mon premier jeu vidéo préhistorique sur PC. Mais j'ai joué plus tard et beaucoup plus vieux que ça, le vieux Pac-Man sur disquette molle de 20 cm. Oula, Plastic Castor, ça.
Je suis bien d'accord, ça prend parfois du temps de trouver une table qui nous convient. Exactement, exactement, c'est une réflexion très juste. Euh, pour rigoler un peu, quel est le pire JDR auquel tu es joué ou été maître du jeu? Alors moi, je peux y répondre. Je vais déjà y répondre en premier. On va partir sur de l'anecdote. Bien sûr que je connais Alvin, j'aime particulièrement ses vidéos sur les vampires et les orques. Trop bien, trop bien. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Salut Tibalt, bienvenue à toi. Alors moi, ma pire session de jeu de rôle, elle a duré 2 minutes. Top chrono. J'ai aucun souci à la raconter celle-là parce que c'est un jeu de rôle que je maîtrisais. Alors techniquement, la session du coup a été vraiment abrégée très très rapidement parce que c'était un sketch. Et au final, la campagne a été relancée quelques heures plus tard en comité du coup fortement réduit. Et c'est la campagne de jeu de rôle la plus longue que j'ai faite qui a duré quasiment 6 ans. Waouh! Donc pour le moment la plus courte et la plus longue. Mais ça commence avec l'un des joueurs qui, quand je lui demande simplement comment ça va, me dit t'as prévu de me faire chier, on va jouer. Au moment où je commence à présenter donc le setup, il y en a un qui ouvre un paquet de chips et qui met la main dans le paquet de chips, qui fait un boucan, mais presque qui fait exprès de faire ce boucan-là. L'autre qui pose son ordinateur, ouvre l'ordinateur et commence à travailler plutôt que de m'écouter. Un sketch. Un D'accord. sketch. J'avais travaillé durant 2 mois sur ce lancement-là. Et du coup, ça commence comme ça. Et du coup, vraiment, au bout de 2 minutes, je dis, bah, on va s'arrêter là, en fait. Et Mais du coup, c'est des gens que tu connaissais? C'est que comment ces gens se sont retrouvés à jouer, ensemble? Eh ben, oh, ça c'est toute une histoire. Ouais, 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 c'est des gens que je connaissais depuis techniquement toujours. Des gens qu'on a amis d'enfance, en partie des gens avec qui j'ai découvert le jeu de rôle, mais qui aujourd'hui ben, font plus vraiment partie de mes amis et avec qui je fais plus de jeu de rôle. Mais il y a tout un truc où, ouais, tu sais, il y a une période où tu as encore des amis, t'as pas encore fait le choix des gens qui sont définitivement tes amis sur le long terme, tu vois. Ouais. C'est comme dit, moi je le dis souvent, hein, j'ai l'impression d'être devenu adulte à 26 ans, pas avant. Et c'était avant 26 ans. Il y a un tri qui ne s'était pas encore fait. Et je me rends compte que la manière dont j'ai découvert le jeu de rôle était terrible. C'est bizarre même que je continue d'en faire. C'était vraiment le jeu de rôle taverne avec l'insécurité émotionnelle plus plus, mais genre la totale. La totale. Et c'est vraiment le cliché absolu. Ouais, j'ai vu une belle bande de clichés. Tu n'imagines même pas à quel point. Tout ce que vous pouvez imaginer en termes de clichés apparaissait là-dedans. Mmh. Salut Rob. Mais ça excuse moi, ce n'est pas une histoire de jeu de rôle, c'est juste du savoir-vivre. On est d'accord. On est d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Pierre JDR en joueur, Vampire Masquerade, j'ai débuté et les autres joueurs ils jouaient depuis 3 ans. Ah ouais, ok. Ouais, arrivé sur une partie déjà bien avancée. Ah ouais. J'ai déjà eu des joueurs irrespectueux, mais à ce point-là, jamais. Perso, je me serais levé sans me retourner. Ben, c'est ce qui s'est passé, hein. Et non, je leur devais pas d'argent. Mais ouais, ouais. Oui, c'est à l'époque où j'avais encore mes dreads. Effectivement, j'avais encore mes dreads. Salut Papy Ben, coucou à toi. Alors, moi, je vous ai donné mon anecdote. Mon anecdote, il faudra attendre pour celle d'Alvin tout à l'heure. Suffit de faire un stand-up sujet jeu de rôle avec toutes ces anecdotes et ces clichés. Ah oui, oui, bah, le jeu de rôle en général, hein, ça ressort assez facilement, hein, la quantité d'anecdotes. Ok, je te laisse aller sur le conseil suivant. Bah, mon conseil suivant, en fait, c'est, de garder en tête que le but du jeu de rôle, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et vraiment, c'est pas que vous passiez un bon moment, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et c'est la règle d'or numéro un qui ne devrait jamais, heu, il devrait jamais y avoir un truc qui passe au-dessus de ce truc-là. Donc, à partir du moment où vous arrivez, c'est pas facile, hein, de trouver un groupe de gens avec qui vous êtes, plus ou moins sur la même longueur d'onde, vous avez à peu près les mêmes attentes, vous cherchez
passer un bon moment ensemble, à se renvoyer la balle et faire en sorte que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse avoir son moment pour briller. Mais que si vous arrivez à trouver ça, si vous arrivez à trouver, ce genre de personnes avec qui jouer, c'est le meilleur feeling au monde, Ouais, vraiment. ouais. Ouais, ça peut être d'une puissance inouïe, le Mmh. jeu de rôle, ça peut être le meilleur comme le pire, des Ouais. je pense, des jeux. Connaissez que tout le monde passe un bon moment. C'est important d'essayer, mais le MJ ne peut garantir vu que ça doit aussi venir des joueurs. Ah, le MJ, le MJ est un joueur. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Une vision, tout le monde est joueur autour de la table, le MJ aussi. La seule particularité du MJ, c'est qu'il incarne pas un personnage, mais tout ce que n'incarnent pas les joueurs. Mmh. Moi, c'est ma vision de la chose. C'est ma taille que personnelle, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Parti en Ouais. club, je suis MJ, un joueur qui était habituellement le MJ est beaucoup plus âgé, à passer la séance les bras croisés, à secouer la tête. C'est pas la règle, mais bon. Oh, l'enfer. C'était un de mes premiers jeux de rôle à annoncer que les règles ne sont pas une fin en soi et qu'on est libre de ne pas les respecter. Amen. Entièrement d'accord avec toi. Même mentalité pour le jeu de société, mais en compétitif, c'est pas toujours faisable. T'as tout à fait raison aussi, Plasticasta. Plutôt premier PNJ, sympathique, décapité, tentative de rapport avec un spectre. Oui, voilà, ouais. Je suis Dieu. Non. Les pires parties pour moi, c'est quand les joueurs sont persuadés que le MJ est leur ennemi. Et exactement, le fameux Overlord. Ouais, ça peut être un enfer. Ok. Et un troisième conseil. Hem, C'était pas déjà le troisième ça? Non, c'était le Et deuxième. c'est le deuxième. OK. Mais ben, il y a plusieurs, personnes qui l'ont dit là dans le chat, mais vraiment pour moi le bien-être à table, il vient de absolument tout le monde et effectivement le meilleur MJ du monde, c'est Brennan Lee Mulligan qui avait dit ça, qui Mhm. est: «Vous pouvez être le meilleur MJ du monde, si vos PJ n'ont pas envie de jouer ou n'ont pas envie de juste participer». Même, Matt Mercer, Brennan Lee Mulligan, Deborah Arnwold et Julien Dutel, les grands MJ dont c'est quasiment le métier. Personne ne peut rien faire. Si vous avez un groupe de gens avec qui, vous jouez qui ont pas envie de jouer ou juste ont pas envie de participer, vous pouvez rien faire avec ça. Donc c'est vraiment un effort collectif Ok. et si vous êtes MJ, c'est tout à fait possible de commencer le jeu de rôle en tant que MJ, c'est ce que j'ai fait personnellement. Si vous êtes MJ, essayez. Je dis bien essayer parce que de toute façon, on tombe tous dans ce travers, mais essayez de pas trop vous mettre la pression et d'essayer de vous amuser vous aussi. Et si vous vous amusez pas, vous pouvez essayer de vous forcer pendant un moment, mais ça va très vite finir par ne plus fonctionner. Et le burn-out du MJ est un truc qui est très, très présent et que beaucoup de monde connaît parce que vous mettez beaucoup de temps et de travail dans votre, campagne et si vous arrivez pas à vous détendre et si, vous mettez trop de pression, vous allez au bout d'un moment vous rendre compte que vous mettez beaucoup de travail et que peut-être les attentes que vous mettez dans vos joueuses et joueurs, sont peut-être un peu trop élevées et donc vous vous sentez un peu trahi et ça finit par créer ce truc-là de qui met fin à des campagnes. Ouais, 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 ouais. Donc, Ouais, je comprends tout à fait ça. Moi, à un moment donné, je pense que ça pouvait être le cas et du coup, j'ai remis de la responsabilité à mes joueurs sur c'est une différentes bonne chose, choses. ouais. Et ça avait très très bien fonctionné. Notamment, par exemple, avec la fameuse prise de notes de ce qui se passe, le rappel de début de partie, ce genre de choses-là. Euh, Au fur et à mesure, voilà, il y a de plus en plus de choses là comme ça qui étaient réparties et ça avait vraiment beaucoup aidé. Il y a plein de retours très très intéressants dans le chat. Matoun Baba qui nous dit on ne danse pas un tango seul. Mmh. Exactement, très très chouette, c'est bien dit. Tibal qui nous parle ouais, des joueurs qui veulent battre le MJ, etc. Mais très intéressant vos retours. Merci d'en parler du burn-out du MJ. Les joueurs ne se rendent pas compte du travail que ça fait. Ouais, exactement. Conseil de MJ, n'ayez pas peur de faire jouer les conséquences de leurs actes à OPJ. Ah ouais, ouais, ouais. Bah là, il y a tout un. Oh. Si on part sur à quel point l'échec est probablement l'un des meilleurs outils de narration,
croyez-moi, on peut repartir sur un stream de 3 heures à mon avis, hein. Genre vraiment, heu, OK. En tout cas, c'était nos 3 conseils. On va pouvoir et je vais demander de nouveau au modo de, choisir entre le sanctuaire et une taverne malfamée. Alors, le sanctuaire et une taverne malfamée. Alors, t'inquiète pas, il y a le sondage qui arrive, mais bon, je vous connais, hein, les poivreaux là. Quand on fait les livres dont vous êtes le héros, le personnage s'est retrouvé régulièrement face à, par exemple, un tonneau de rhum ou une fiole d'un liquide verdâtre et inquiétant. Ils me font boire tout ce qui passe à la portée du Ouais, personnage. forcément, ouais. Et en général, ça se passe très bien. OK. Ah non, la dernière fois, j'ai bu une potion de malchance. C'était un peu idiot. Mais une fois, c'était une potion bénite, etc. Et le personnage est devenu un paladin de la lumière depuis. Donc c'est assez cool. Tu veux vraiment qu'on aille au sanctuaire, hein, à vous? Non, non, non. C'est en gros, vous allez passer par les 4 lieux, bien évidemment. Mais ça va être à vous de choisir dans quel ordre vous allez y aller. Un conseil ultra important, la quasi-nécessité de la session zéro. On est d'accord, Metal Kid, c'est quelque chose qui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ouais, Daggerheart, j'ai pas envie d'être MJ, j'ai envie d'être joueur. Mais je sais que. Enfin, j'aurais probablement pas trop de groupe pour. Donc bon. Non, mais cette fiole, elle avait l'air totalement safe, hein. Ouais, ouais, c'est ça, elle avait l'air totalement safe. Bon, taverne. Allez. Bisous le sans nom. Merci. N'hésite pas à en rester en lurk. Alors, est-ce que tu peux nous décrire la taverne malfamée, s'il te plaît, Alvin? Mmh, la taverne est bruyante à cette heure-ci. Il y a beaucoup de monde. Des gens qui défigurent cette toute petite, silhouette qui rentre à l'intérieur et probablement pour la première fois, depuis, le début de cette exploration, le petit gnome, se sent vraiment pas à l'aise dans cet endroit. Mais malgré tout, il rassemble un petit peu de son courage et il essaye de se faire une place au milieu de ces grands de gens qui, pour certains, marchent d'une démarche aléatoire et pas très assurée. Ça sent la boisson, la vieille vinasse, le vin renversé par terre. Ok, bienvenue dans la taverne malfamée. Encore une fois, merci beaucoup. Euh, notre petit personnage, non, c'est pas chez Mosquito, non. Notre petit personnage se retrouve embrigadé dans de sombres histoires et pour s'en sortir, va devoir raconter 2 anecdotes. Une anecdote rigolote et une anecdote épique sur le jeu de rôle. Ok. Et je vous invite du coup dans le chat à faire pareil. Soit vous pouvez raconter une anecdote épique d'une de vos histoires de jeu de rôle, soit une anecdote plutôt rigolote d'une situation comique qui peut se passer, soit autour de la table, c'est-à-dire IRL, soit vécue par les personnages. Vous avez le choix, c'est comme vous le souhaitez. Alors, Alvin, tu vas commencer par laquelle des 2 anecdotes? Hem, je vais commencer par l'anecdote rigolote. C'est un fabuleux à la fois c'était, je pense que c'était à la fois un moment drôle et puis à la fois un moment épique d'une certaine manière. Parce que c'était sur, donc une campagne de D&D avec une joueuse à ma table qui, elle jouait une rôdeuse elfe, très classique. Cette joueuse avait découvert le jeu de rôle, à notre table. Elle n'avait jamais fait de jeu de rôle par le passé. Elle accompagnait son copain de l'époque, et donc elle s'était prise au jeu. Mais quand elle avait commencé, elle était très, très discrète. Elle participait, mais on l'entendait pas beaucoup malgré tout, pendant la partie. Elle jouait son rôle, mais elle intervenait assez peu en RP. Elle était très timide. Et puis, on petit à petit, on l'a vu prendre de l'assurance et dans une partie, il se retrouve dans une grande caverne, remplie de gobelins, le truc assez classique
Ils prennent le mauvais tournant et ils se retrouvent pris dans une embuscade. Les gobelins les encerclent et face à eux se tient un gobelour qui est plus ou moins le chef de la bande, massif, une voix très grave, et qui les menace. Ils ont un otage. Il leur dit la vie ou la mort. À vous de décider. La situation semble vraiment dramatique pour eux. Et là, j'ai ma joueuse qui, alors que tout le monde est encore, tu sais, dans ce temps de latence de mince, qu'est-ce qu'on fait? Le gobelour leur a dit lâchez vos armes, et la joueuse répond automatiquement oh, sinon, tu vas faire quoi? Et là, il y a toute la table qui tourne la tête vers la joueuse qu'on n'entend jamais hein, d'habitude. Et ça part dans un fou rire absolument phénoménal parce que personne s'attendait à ça Ouais. d'elle. Et en fait, elle a joué ce personnage badass qui vraiment mais lui rentre dans l'art. Et c'était tellement surprenant pour tout le monde et c'était tellement parfait Mmh. que c'est resté comme un moment vraiment mémorable, à la fois parce qu'on a beaucoup rigolé, puis à la fois parce que c'était trop cool de la voir prendre de l'assurance devant nous et en plus de ça, pour couronner le tout, le combat s'est trop bien terminé alors qu'ils étaient vraiment en infériorité numérique. Ils ont démoli les adversaires et c'était génial. Ah, incroyable. Et sinon, tu vas faire quoi? Très cool, très, très cool. Et alors ça, on va le catégoriser en comique. Tu dirais quoi en épique? Hem, En épique, je dirais, je crois que c'est le la première fois où un PJ est mort à ma table. Hem Un personnage je crois que c'était la première fois que j'avais, quelqu'un qui, dans le personnage mourait, et c'était, il jouait un ensorceleur, un génasi donc, les humains un petit peu mixés avec, une ascendance élémentaire. Il avait un super personnage, un personnage en plus qui était très, très fort. Il avait joué ses caractéristiques au dé et vraiment son personnage était très costaud et tout ça, puis il le jouait très, très bien. Il a pris un peu trop d'assurance avec son personnage et au cours d'une mission qui consistait à aller, sauver quelqu'un, un otage, qui possédait un objet de grande valeur, ils ont réussi à choper l'otage. Il fallait qu'ils fuient parce qu'ils étaient dans une situation où clairement ils pouvaient pas s'en sortir. Ils pouvaient pas juste combattre les adversaires, il y Mmh. avait beaucoup trop de monde. Heu, Lui, avec l'ensorceleur, a tenté un move, il y avait un grand ravin et le chef des adversaires, était un assassin draw, qui était particulièrement dangereux et il a voulu tenter le coup de passer derrière lui et lui balancer une vague tonnante pour essayer de le propulser dans le gouffre et de s'en débarrasser d'un seul coup. Sauf que c'était un move très, très risqué parce que si ça réussissait pas, en fait, il se retrouvait immédiatement encerclé par les adversaires. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a pas réussi. L'adversaire a résisté au sort et il y a eu cette scène très, très épique où j'ai donc, le draw assassin a one shot, de ce qui lui restait de points de vie, et il y avait une vague d'araignées qui arrivait et donc je l'ai laissé un petit peu jouer ces derniers instants au cours, de qu'est-ce qui se passe alors que clairement tu sens le poignard qui pénètre, dans ta poitrine et tu sais que de toute façon tu vas pas t'en sortir. Il y a eu ce moment, en fait, il l'a parfaitement joué. Il avait une pièce d'or qui était un truc un peu particulier entre lui et l'une des joueuses du groupe et donc la dernière chose qu'il a fait, c'est jeter la pièce d'or en direction du groupe qui était en train de s'enfuir et le groupe a pris la pièce d'or et est parti avec l'otage pour sauver tout le monde. Et il a eu une mort extrêmement épique, finalement, avec la nuée d'araignées qui lui est passée dessus. Il a complètement disparu et c'est resté comme un moment épique et tragique pour le groupe, Ouais. dont il se souvenait des semaines et des semaines, par la suite, qui les a marqués aussi dans les décisions qui ont suivi après. Et et même le joueur, par la suite, me disait: «Mais quand je suis rentré, je te jure, j'étais pas bien».
c'était pas que du somme pour le personnage, c'est vraiment j'avais presque un sentiment de deuil Mmh. parce qu'en plus il le jouait depuis déjà un moment. Donc cette mort très épique comme ça, c'est resté aussi comme un souvenir pendant très longtemps. Trop cool. Trop, trop cool. Ah, effectivement, très chouette. Il y a Matoun qui nous dit comme quoi la mort d'un PJ, ce n'est pas toujours un Mmh. mauvais moment. Alors, oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je vais reprendre un petit peu. Il y a plein de descriptions très intéressantes. Plasticastor, j'essaie d'échapper au service de sécurité et mon propre coéquipier me plaque et me livre. Il réussit à infiltrer le bâtiment pendant que je suis balancé dans la scène avec une dalle de béton. Il jouait un démon de l'humour noir. Voilà, dans Innominé Satanis. D'Amicia, un joueur un peu fatigué qui dit je cherche le mur autour de la porte au lieu de je cherche des pièges autour de la porte. Donc la réponse du MJ, bah il est là. Évidemment. Je joue un médecin adepte de l'acupuncture. Je me rappelle plus du nom du jeu. Il arrive devant deux gardes devant les portes de la forteresse et il joue le vieillard avec de l'arthrose alors qu'il a une apparence de jeune. Fou rire. Les interprétations de personnages, hein. Moi, en comique, je voulais faire un coup un peu convenu. Le grand méchant était le père d'une PJ. Elle m'a cramé frame 1 et du coup, j'avais plus de twist de fin d'arc. Ah, t'as essayé. Ouais, ouais. Ah bah oui, hein, quand le fameux test de persuasion, quand des fois tu bases un peu tout le coup là-dessus. Première version, hein, avec le club JDR du lycée, on explore une villa en ruine et on se retrouve devant une grande porte avec des verrous. L'un ouvert et explosé comme par une boule de feu et l'autre clos. Devant la porte, un cadavre carbonisé. Il nous aura fallu quasi 1 heure pour nous décider à ouvrir la porte et se rendre compte que le deuxième verrou n'était pas piégé. Le classique. Le classique de la porte où les joueurs se prennent la tête 1000 ans alors que bah, elle est ouverte. On a ce meilleur souvenir, la mascotte de notre groupe, Squeak, le familier écureuil de notre druidesse, qui a été tué au combat. Puis Rez, nécromancie, notre druidesse était entre le dégoût et l'amour de son pet pour toute la fin de partie. Incroyable. Et Diendas, moi épique, c'était un jeu de rôle Monster Hunter. On était sur un de ces véhicules volants et on se fait attaquer par un Valstrak qui pulvérisait le véhicule. Je décide de sauter du navire pour essayer de choper le dragon au vol avec mon couteau de chasseur. J'arrive à m'accrocher à la bête. Le monstre surpris fait du stationnaire. Je me propulse du torse au niveau au-dessus de la tête et j'arrive à lui enchaîner un combo avant qu'on s'écrase tous au sol. Très très cool. Très très cool. Très chouette. Très chouette de partage. Salut Armini, coucou, bonsoir, bonsoir. Ok, ça c'était pour les anecdotes. Bon, il est l'heure de se diriger vers le sanctuaire à présent. Est-ce que tu peux nous décrire le sanctuaire? Le sanctuaire semble être un endroit un peu hors du temps, c'est très curieux de trouver ça dans un bâtiment comme celui, dans lequel, ce personnage vient de rentrer. Puisque quand il pénètre à l'intérieur, une aura magique semble le révéler que on est au grand air. On voit le ciel, on voit des arbres, il y a de l'herbe au sol et au milieu de ce qui ressemble à une grande clairière, vous voyez un grand arbre, gigantesque arbre, mort, mais dans lequel plein de petits trous semblent avoir été creusés. Et tout autour du sanctuaire, vous voyez énormément d'animaux, d'espèces très variées, qui vont et viennent. Certains sont des grands prédateurs, d'autres de petits rongeurs, de petits mammifères, et tout ce petit monde semble cohabiter sans vraiment de problème. Vous voyez des créatures qui, dans d'autres contextes, paraîtraient très dangereuses, et pourtant tout ce petit monde vit ensemble sans trop de problèmes. Et plus que n'importe où ailleurs, le petit gnome qui vient de pénétrer à l'intérieur se sent comme à la maison. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation du sanctuaire. On est dans cet endroit-là et dans cet endroit-là où plein de gens se réunissent. Ça va être l'occasion déjà de réfléchir un peu à comment est-ce qu'on écrit un personnage. Alors soit un PNJ, soit son personnage à soi. Et toi, c'est quoi ton process pour écrire un personnage? Et c'est assez intéressant parce que je voulais que ce soit un peu hybride, que ça puisse parler également à toutes les personnes
dans le wargame, que je vous rappelle moi comme une version du jeu de rôle, quand vous réalisez un de vos personnages, votre général de votre armée ou quoi, et que vous avez envie de l'intégrer dans un cadre narratif, pareil, je vous recommande d'avoir ce processus de création de personnages dont on va parler tout de suite. Donc Alvin, toi, c'est quoi le process par lequel tu passes? Hem, il y aurait un million de choses, à dire, mais je sais qu'une astuce que j'aime bien garder en tête et je trouve que c'est un bon moyen pour faire, c'est un bon truc à garder en tête pour faire un personnage souvent assez intéressant. C'est que, le, généralement, ce qu'on veut quand on veut faire un personnage intéressant, c'est un personnage qui soit, entre gros guillemets, «humain», dans le sens où on puisse plus ou moins soit s'identifier ou en tout cas comprendre l'idée qu'il y a derrière lui. Et il y a rien de plus humain que les contradictions. On est tous des êtres de contradiction, on fait tous des trucs qui ne font aucun sens. Et ce que j'aime bien, c'est prendre un archétype, un truc, vraiment un gros cliché, partir par exemple tu veux créer, un un personnage, extrêmement fort, extrêmement costaud, type, le barbare stupide. Voilà, tu vois le gros cliché, très, très simple. Tu prends cet archétype-là, mais tu viens juste y insérer un petit twist à l'intérieur. Par exemple, ce personnage-là, dans l'ensemble, effectivement, c'est pas, le couteau le plus affûté du tiroir, mais il a un domaine, tu sais pas pourquoi, c'est une pointure sur ce domaine. Genre la couture. Tu sais pas pourquoi, mais il peut te décrire absolument tout sur le point de croix et sur, la manière de crocheter un petit pull maison. C'est une pointure là-dessus. Juste ce truc-là, Mhm, alors même que tu as commencé avec le personnage le plus cliché du monde, si tu fais un PNJ comme ça, mhm. non seulement, il y a l'effet de surprise, mais en plus de ça, c'est le genre de truc qui va automatiquement faire, fourmiller l'imagination des gens avec qui tu joues. Parce que forcément, tu te poses la question: «Comment est-ce que ça se fait que ce personnage-là, il en sache autant?» Mhm. Donc tu as déjà raconté énormément de choses sur son potentiel background, alors que peut-être tu l'as même pas imaginé son background, mais cette petite contradiction-là, elle vient générer de l'histoire. Et je dirais que ce concept-là, tu prends un archétype et tu viens juste mettre un twist dedans. Même chose, par exemple, tu prends la personne, tu fais un personnage le plus gentil du monde. C'est une crème. C'est, genre, une vieille dame, claire de la lumière. Elle est tout le temps positive, elle est tout le temps optimiste, et c'est une crème avec absolument tout le monde. Mais tu sais pas pourquoi, elle peut pas blairer les chats. Mais vraiment, quand elle voit un chat, ça devient Ouais. la pire personne du monde. Elle jure dans tous les sens, elle est absolument imbuvable. Et là encore, juste ce truc-là, ça va Mhm. prendre par surprise les gens avec qui tu joues. Et puis en plus de ça, ça peut raconter tellement d'histoires derrière. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, alors c'est un excellent, excellent conseil. Genre vraiment, ça rend les PNJ mémorables aussi. Ouais, complètement, complètement. Il n'y a rien de pire que les PNJ oubliables, hein. Alors moi, j'ai une anecdote rigolote par rapport à ça. Une fois, il y a un page qui rentre dans une pièce et j'avais pas prévu le coup. Et t'as un de mes joueurs qui dit, il s'appelle comment? Et j'avais pas prévu. Et genre vraiment, et j'ai vraiment brain freeze, tu vois, genre vraiment. Et du coup, c'est devenu Page le Page. Mmh. Voilà, parce que au bout d'un moment, et en fait, Page le Page est du coup devenu un running gag qui est réapparu Mmh. quasiment comme la Team Rocket à chaque endroit, chaque ville à travers le royaume. Il y avait, et là, Page le Page. Enfin voilà, donc c'était devenu un sacré truc. Mais oui, oui, je suis entièrement d'accord ce que nous dit Matoum Baba sur le fait de rendre les personnes PNJ mémorables. Mmh. Et ben d'ailleurs, on va avec vous.
en direct, crée un compagnon à notre personnage qui déambule à travers la tour. Pour ça, on va commencer par choisir la race du personnage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, salut Adou, les races dans l'univers, bon, on va partir Donjons et Dragons, mais pas que. En fait, on peut partir dans n'importe quel sens. Vous allez pouvoir proposer dans le chat la race, l'espèce du personnage qu'on va créer qui va accompagner le personnage. Salut le maître Fennekier, coucou. Donc, je vous laisse proposer dans le chat. Allez-y, vous pouvez y aller et on va en choisir une de notre côté. Alors, Manu nous dit une souris, Spinius une taupe. Talk, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? C'est limite lourd à force. Ah ouais, 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 je suis entièrement d'accord, Talk. Un Kenku, le corbac. Un Fimir, nous dit Plasticastor. Ouh, joli ref. Un Squig, nous dit Eric. Un Skaven, nous dit Damicia. Un demi-elfe, le classique, nous dit Vlast de Nagarond. Coucou Koupchou, ça va? Dis-moi Koupchou, est-ce que tu es aussi rôliste? Je sais que tu es bien Wargamer, mais rôliste, je ne sais pas. Une stalagmite vivante. Ah, Enfin, c'est ça bizarre c'est ça. ça c'est une référence à l'une de mes vidéos. D'accord. Un Drakeid, bien entendu, nous dit Eldur. Euh, Alors, est-ce que un Fungui, l'homme champignon, un Alflin, un Scaven manchot, nous dit Il y a Picombière. il y a le Skaven et la souris qui revient pas mal, hein. Ouais, un Scaven, on part sur un Scaven, ça te va? Ça a l'air pas mal. Ok, on part sur un Scaven. Yep, même plus. Ouh, intéressant ça, Kopchou. Intéressant. Faudra qu'on en rediscute prochainement. Donc, nous partons sur un Scaven. Ok. Maintenant, on va choisir la classe. Donc la classe du personnage, on peut partir, ça peut être un métier si vous voulez, ou ça peut être effectivement l'une des classes de Donjons et Dragons. Il y a plein de choses qui sont possibles et faisables. Je vous laisse de la même manière faire vos propositions. Voilà. Allez-y, vous pouvez avancer. On a Aldur qui commence avec artificier. Ben, tu vois, Damicia, le clan d'un artificier, ça serait Escrire, tu vois, par exemple. Un fromager, un barde, un barbare, un crémier, un druide, un pêcheur de pétoncles, un fabricant de saucissons, nous dit Victroll, un chasseur de nuisibles, pour Sminos, un escroc, nous dit Plasticastor, un chaman, nous dit Vlas de Nagaron. Plein de propositions bien Ah intéressantes. ouais, là, punaise, il y en a pas un qui dit 2 fois la même chose, c'est Ah ouais, génial. ouais, je suis assez étonné. Je m'attendais à. Ouais, je m'attendais à certaines qui reviendraient. Bon, là, il y a déjà pas mal. Un chasseur de chats. Qu'est-ce qui. En vrai, un scaven druid. C'est original. Un Pas barde mal. revendeur de 8-6. Un chasseur de chats avec piège, batte et petit chien méchant. Alors j'aime beaucoup le Euh, pêcheur de pétoncles juste parce qu'il m'a fait rechercher ce qu'était une pétoncle. Je savais pas ce qu'était une pétoncle. Donc, on va partir. Un rat stopper, pas mal. Un chasseur de chats, genre purgateur. Un fabricant de poudre. Pêtre pestilien, mais hypochondriaque. Pas mal, pas mal. Bah, on va partir sur le chasseur de pétoncles. C'est donc un chasseur de pétoncles. Un pêcheur Voilà. de pétoncles. Un pêcheur de pétoncles. Voilà. Donc, nous sommes sur un Skaven pêcheur de Pétoncle. pétoncles. Et là, maintenant, vous avez littéralement, comme Alvin nous en parlait juste avant, vous allez pouvoir choisir quel est ce détail bizarre de notre. C'est quoi la contradiction du personnage? C'est à vous de choisir, vous faites les propositions, c'est quoi la contradiction du personnage qui est avec nous? Allez-y, je vous laisse proposer donc la contradiction. Il n'aime pas l'eau. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez-y, j'ai hâte de voir. Il est allergique aux fruits de mer. Il déteste être mouillé. Il hait les pétoncles. Allergique aux fruits de mer. Ah, ça revient. Il est courageux. Pas mal. Il est allergique à la malpierre. Il a la phobie des algues. Ah ouais, l'allergie revient beaucoup. Hein. Il a peur des oiseaux. Il n'aime pas l'eau.
Le fait qu'il aime pas l'eau et qu'il soit pêcheur de pétanque est génial. Sa femme est un pétoncle. Il a peur des rats. Et à chaque fois qu'il voit son reflet dans l'eau quand il pêche, ah, un rat. Il vit à la montagne. Ah, elle est pas mal aussi. Ouais, aussi, ouais. Ok, elle est pas mal. Bon, Alvin, c'est quoi ton préféré? Et j'aime bien le fait qu'il aime pas l'eau, qu'il a peur de l'eau, qu'il est tout ça, c'est très drôle avec le fait qu'il pêche. Il aime pas l'eau. Il aime pas l'eau. Ok, donc nous avons un Scaven, pêcheur de pétoncle, qui n'aime pas l'eau. Bravo à tous, bravo à tous. Ça, en tout cas, voilà, notre personnage, on verra hein, s'il revient sur la chaîne à l'occasion. Mais vous êtes prêté au jeu de réaliser cet objectif. Euh, C'est marrant d'ailleurs pour l'anecdote, excuse-moi, je te ouais, coupe. ouais. Dans D&D, il y a un dragon qui a un peu cette contradiction-là qui me fait mourir de rire. C'est le dragon de Topaz, qui est un dragon de gemme qui est pas forcément très connu. Et le dragon de Topaz, en fait, il vit au bord de l'eau. Il mange les animaux marins, il pêche, mais il déteste la flotte. Ok, Et c'est un dragon euh, qui est connu en fait pour il a un caractère souvent assez défaitiste, il broie du noir, il aime pas les gens, fait tout le temps la gueule, il est tout le temps dans la négativité en lien parce qu'il est imbu d'énergie nécrotique. Et en fait, ça vient jouer un peu sur son humeur. Et j'adore l'image d'un dragon qui vit dans un environnement ultra humide et qui passe son temps à râler parce qu'il déteste la flotte. trop bien. Trop, trop cool. Je connaissais pas, mais j'aime beaucoup. Alors, ok, ok. Un peu soupe au lait, ça. Alors, ok, très bien. Ben écoutez, on se rapproche tout doucement du coup d'un endroit qui ressemble à la salle d'un boss. Est-ce que tu pourrais Enfin, on s'approche de la salle du boss. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit à présent? Et ben à l'intérieur d'une grande pièce circulaire, illuminée par un seul puits de lumière verdâtre au centre de son plafond, se dresse petite au sein de cette immense pièce une simple silhouette, habillée dans une vieille robe flétrie qui devait autrefois être la robe d'un magicien, mais qui a vécu de sales jours. La créature pourrait être humanoïde, si ce n'est que sa tête présente un grand nombre de tentacules qui s'agitent dans tous les sens. Et surtout, la texture même de ces tentacules, qui sont déjà repoussantes par leur seule apparence, la texture de ces tentacules est comme parcheminée, ressemblant à un vieux papier froissé, complètement desséché. Alors qu'habituellement, une créature ressemblant à une pieuvre comme celle-ci serait plutôt couverte d'un certain mucus et plutôt humide, celle-ci semble avoir complètement desséché avec les âges et à l'endroit où devraient se trouver ses yeux ne se trouvent que deux orbites morts qui émanent d'une noirceur infinie. Vous voyez ce qui devait être autrefois un illithide, un flagelleur mental, mais mort depuis longtemps et pourtant, il est toujours debout. Ok, merci beaucoup pour la description du boss final. Bon, les corbeaux, pour s'attaquer au boss final, on va commencer. Avid va vous poser trois petites questions. Ces petites questions sont un moyen de trouver une faiblesse chez ce boss. Sauf toi, c'est Cthulhu. C'est ça, Taelk. Il va vous poser trois questions. Vous pouvez tous y répondre. Si jamais il y a l'un d'entre vous qui trouve la bonne réponse, vous aurez un avantage pour affronter le boss. D'accord?
Alvin, à toi pour la première question. Mmh. Alors j'ai cherché des questions qui soient pas que sur D&D, mais qui puissent toucher un petit peu, d'autres univers. Donc mais la première question, heu, touche à une espèce qui est bien connue par, les amateurs de wargame et les amateurs de D&D. Les orques, dans l'histoire, ont bien souvent été représentés sous la forme d'un animal en particulier. Quel est cet animal? Alors, allez-y. Allez-y dans le chat. Vous pouvez balancer vos réponses. Allez-y, allez-y. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, pas trop mal, tout le monde est tout le monde est dans la zone. C'est Monsieur Porc. Pas mal. Le Minopore. Ouais, mais j'ai vu la vidéo, je triche. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, Aline, quelle était la Magnifique. réponse? C'était bien ça, effectivement. Ils ont été représentés avec des têtes de cochon depuis très longtemps et depuis même avant D&D. Très, très cool. Très, très cool. Bon, bah, super chouette. Question suivante. Alors, toujours une question de monstre. Hem, D&D est un jeu qui a influencé énormément de jeux qu'on connaît aujourd'hui. Notamment, il a eu une influence sur quasiment tous les RPG qu'on connaît aujourd'hui d'une certaine manière. Il a aussi eu des influences sur des jeux, qui ne sont pas forcément des RPG. Dans quel jeu, dans quel univers de jeu, on peut voir un monstre qui est un mélange entre un tyranneuil et un mastodonte astral? Alors c'est une oh punaise, il y en a un qui est trop fort. Ils s ils Ils sont chauds. ils sont chauds patates. Ils sont chauds J'allais donner un patates. indice, mais en fait, ils sont Et je sais comment les battre, c'est avec une grenade dans la bouche. bien joué. Effectivement, Oh la le vache, il y a des machines de guerre, hein. ah puis alors, pas une hésitation, hein, Ah c'est ouais, ouais, tout au ouais, 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 c'est genre, impressionnant, impressionnant. donc là, effectivement, la pour ceux qui connaissent le jeu, Doom de 93, donc l'original, il y a des démons qui ressemblent en fait qui ont juste la tête qui flotte. Et en fait, la particularité, c'est que, alors non seulement l'univers de Doom est tiré d'une partie de D&D, effectivement, j'en parle dans l'histoire oubliée de ceux qui inventèrent le RPG, mais le cacodémon est un cas assez marrant qu'ils ont pris le concept du tyranneuil, c'est-à-dire juste une tête qui flotte avec un œil, mais la tronche de l'œil est tiré du alors j'ai dit le mastodonte astral, mais en anglais, c'est le Astral Dreadn Astral Dreadnought, pardon pour la prononciation et c'est, vous pouvez trouver encore aujourd'hui une, couverture de l'époque qui a exactement la tronche des cacodémons dans le Doom des 93. Il a vraiment, ils ont OK, ouais. pris la tête qu'il avait sur la couverture et ils l'ont mis dans le jeu. Très, très cool. OK, trop chouette. Bon, ça envoie et il reste du coup une dernière question pour trouver là encore une faiblesse au boss. Alors, vas-y. La dernière question, c'est au sein des 3 grandes familles de dragons, de Donjons& et Dragons donc, lequel a le meilleur sens de l'humour? Hmm. Alors là, on va attendre un peu les réponses.
Ah. On a une bonne réponse. Ah ouais, déjà? Ah purée, ouais, je dirais plutôt du côté des gentils. Mais je savais pas qu'il y avait 3. Pour moi, il y avait que 2. T'avais Alors les t'avais il les y a 3 métalliques et les grandes familles. chromatiques? Ouais, c'est ça et puis après vous avez la 3e famille qui est la les dragons de gemme ou dragons diamantins en français. OK. Et effectivement, la réponse, c'est le dragon de cuivre, qui est un dragon métallique et dont la caractéristique la plus connue, c'est qu'il a un formidable sens de l'humour et il fait des blagues à tout le monde. J'aime bien les dragons de cuivre. J'aime beaucoup les dragons de cuivre. Très cool! Bon, pas Ah, mal! c'est c'est vrai que Plasticastorm et le dragon fée, les dragons féeriques sont aussi très connus pour ça, donc ça pourrait être une bonne réponse aussi. Pas mal du tout. Et on finit sur un jet de dés, hein. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir vous le montrer, parce que j'ai pas pris la caméra zénithale. Plus de la moitié de réussite sur le jet de dés. La classe. C'est donc une réussite. Alvin, est-ce que tu peux nous décrire comment Alvin arrive à vaincre la créature? Je pense que l'idée qui a été mise dans le chat est absolument géniale. Vous verriez la petite créature mi-homme, mi-rat qui vient, disposer plein de pétoncles et la créature tentaculaire qui, depuis des siècles, manigance, des plans maléfiques, tout d'un coup se rappelle de ses instincts primaires et voit ses pétoncles particulièrement délicieux au sol, se jette sur elle et Alvin en profite maintenant qu'elle est à sa hauteur pour lui mettre un coup de bâton sur la tête. Et c'est comme ça que la créature ancienne et terrible s'effondre au sol. Voilà, c'est la fin de ce stream. Il y a plusieurs personnes qui viennent également. Ah bah tiens, un train de live déclenché. En tout cas, ouais, j'espère que vous avez passé aussi un très bon moment dans le chat. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont encore quelques questions? Mort pour son goût pour les fruits de mer, exactement. Exactement, exactement. C'est exactement ce genre de fin qu'on souhaitait. Voilà, c'était aussi du coup un format d'interview assez particulier. J'aime quand c'est épique comme ça. Ouais, hein. Le coup de bâton. Voilà, on a quand même bien bossé pour vous proposer ça. Je suis très content. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que bah voilà, c'était une manière aussi de mettre en valeur un peu les spécificités forcément de l'invité. On a construit ça autour ben, voilà, de la pratique du jeu de rôle. Et ben, j'ai très très hâte de vous retrouver prochainement. Un bon coup de barre, exactement. Tu fais quoi sur la chaîne? Alors ici sur la chaîne, on parle de créativité, de curiosité, et avec toujours beaucoup de bienveillance. Donc, par exemple, quand on avait parlé à un moment donné des dragons, des hommes lézards, eh ben, j'avais fait venir un paléontologue sur la chaîne pour en parler. Une fois, on a parlé de la place de l'Inquisition dans le fantastique, donc tous les univers, hein, tu as Dragon Age, Inquisition, dans l'univers Warhammer 40 000, il y a de l'Inquisition, dans tous les univers, l'Inquisition est présente, les univers fantastiques. Merci beaucoup. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a Religaré, Garret, un doctorant en histoire des religions, qui est venu pour nous parler de la réalité historique aussi de ce que représentait l'Inquisition vraiment et à quel point ça a influencé la pop culture. Dans les temps à venir, on va aussi parler de musique et de fantastique. Et on va avoir pour ça un invité qui est fan de jeux de rôle, fan de métal, et qui est prêtre. Voilà, donc plein d'invités comme ça qui ont toujours des angles, un peu des manières d'aborder les sujets différents. Euh, on creuse toujours avec un angle un petit peu curieux. Et des fois aussi, on parle, ben voilà, de, comme je disais, moi ce que j'aime, c'est raconter des histoires, peu importe le médium, en fait, à travers la musique, à travers le tatouage, à travers les jeux de figurines, les jeux de société, le jeu de rôle, bien évidemment. Donc je suis un passionné aussi de jeux de rôle. Et voilà, ça me fait très plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, pour ceux qui viennent de follow. Je stream régulièrement, les lundis, mercredis et jeudis de 20h à 22h30. Et c'est le même qui joue Slanesh dans Warhammer. Il y a moyen que ce soit lui, ouais.
Et c'est rigolo quand même, Blast, hein, on est d'accord, hein. Et le dimanche matin, de 10h à midi, on fait des livres dont vous êtes le héros. Ah, je l'ai rangé là-bas. On fait la Cité des voleurs. Donc on fait un livre dont vous êtes le héros et c'est vous qui incarnez du coup certains choix du personnage. Donc j'espère vraiment que vous serez là. Je vais laisser également les modos vous remettre le lien pour le Discord où il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de créations dans tous les sens. Musique, film, figurines, illustrations. On a des illustrateurs très connus également sur le Discord. Et également le lien vers mon compte Instagram où vous avez beaucoup de mes créations. Par exemple, aujourd'hui, j'ai posté un plateau qui va potentiellement servir pour faire du jeu de rôle tout prochainement. Et également deux personnages de Donjons et Dragons que j'ai réalisé. Donc il y a Ember, la druidesse, et Gudrun, mon nain artificier qui s'est fait licencier de la Tour des Mages parce qu'il avait écrit un livre qui vantait les bienfaits du thé par rapport à la bière. Et la tour se trouvait en royaume nain. Ça a été très mal vécu. Voilà, donc pareil, la contradiction de mon personnage, c'était qu'il aimait le thé et pas la bière pour un nain. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre soutien. De l'actual play, alors pour vous donner une idée un peu, il y a des gros projets à venir sur la chaîne dans moins d'un mois maintenant, le 18 mars. Il y aura Lincus en invité sur la chaîne pour un live en direct. Je vais pas vous en dire plus. Pour l'instant, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que voilà, là, tous ça vous intéresse. Sur ce, Alvin, je vais te laisser aussi un petit peu le mot de la fin. Merci à tous pour le follow. Alvin, un petit mot de la fin pour les corbeaux. Eh ben, merci pour votre accueil, merci pour, votre participation et puis, merci à toi Mosquito de m'avoir invité. C'était, un plaisir. Je vraiment, c'était une très chouette expérience et ça me fait plaisir d'échanger avec toutes et tous. Donc, je vous souhaite, heu, je vous souhaite une bonne soirée, ceux qui sont en train de partir et puis vraiment encore merci pour ça. Très bien. Eh ben, à ce moment-là, les corbeaux, je vous dis à demain soir à 20h, je serai en stream together avec Idren et Blush, pardon. Et on va faire un peu de peinture sur figurines et on va parler notamment de philosophie de l'art et de choses comme ça. Je pense que ça va être des sujets très intéressants. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Ciao, ciao!